Je veux que tu nous dises la vérité sur ce podcast. Je t'explique. Là maintenant, ça s'est bien marré, ça va, c'est cool, c'est fini. Le prochain, c'est carton rouge, ça sera fermeture administrative et tout. J'ai quand même pris une petite banane, parce que dans le monde des affaires, tout est pas rose. C'était un gros pari. Je sais pas si ça se referait maintenant. Franchement, j'ai mangé. J'ai pris des grosses remarques. Non, c'est plus possible. J'ai laissé ma santé. C'est de la folie. J'aurais pas dû m'exposer autant. J'aurais dû dire non à certains articles, parce qu'en plus, sincèrement, les médias sont quand même très durs. Parce qu'en fait, les gens sont pas bienveillants. C'est pas vrai. Ils sont plutôt plaisir. Ils espéraient que tu t'écrases et que tu loupes, parce que t'es en train de faire un truc qu'eux, ils ont pas fait. Grosse pression. Et celle-là, il va pas la boire. Quand je me mets dans une activité ou que je vais quelque part, c'est pour le faire à fond. Est-ce qu'aujourd'hui, Valentin, on peut dire que tu es millionnaire? Ah ouais, toi, tu veux que je me mette dans des salades? J'ai plutôt une belle maison en France. Non, la qualification n'est pas bonne. Vous êtes propriétaire de quoi, Valentin? Tu roules en quoi? Je suis pas adepte du mensonge, donc c'est vrai qu'avec 1000 euros, on va pas devenir millionnaire. Ça n'existe pas. Kevin, il veut la vérité. Kevin, il veut la vérité. Et qui se permettent de le faire en propre firme, parce que c'est pas leur oseille. Parce que le jour où je la ferai, je pense que je le ferai pas à visage découvert. C'est peut-être la seule fois où je vais pas te forcer à dire un truc. Et j'ai un deuxième rêve qui lui n'est pas réalisable. Et sincèrement, c'est mieux. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube The French Trader. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un nouvel invité qui nous a été conseillé par Romain Bailleul lui-même, parce que pour remettre un petit peu le contexte, à la fin de chacun de mes podcasts, je propose à mon invité de me proposer le prochain invité, et c'est le nom de Valentin Pinault qui est sorti, fondateur de We Get Funded, la pro-firme française. Alors, comment vas-tu aujourd'hui, Valentin? Écoute, très bien, ce dimanche, pleine forme, 100%, très content d'être là déjà, content d'être invité. Content de te voir, ça fait longtemps. Ça fait plaisir. Non, franchement, très content. Et je pense qu'on va bien se marrer et que ça va être un merveilleux podcast. Magnifique. Alors, tu le sais, moi, j'ai une petite coutume sur ma chaîne, c'est que je me permets de présenter mes invités. Donc, j'ai préparé quelque chose pour toi. Okay. Et tu me diras à la fin, déjà, si j'ai bien fait mes devoirs et si ça t'a plu. OK ? Allez, c'est parti. Génial. Alors, on y va. Valentin Pinault, 27 ans, cet entrepreneur de l'ombre au parcours plus qu'atypique, génie dans son personnage, cet ovni ambitieux qui commence à faire beaucoup parler de lui, notamment dans l'industrie du trading. À seulement 22 ans, tu étais déjà propriétaire de 6 établissements, bars, restaurants, discothèques, établissements tous réunis pour la plupart dans ta ville française de cœur, celle pour laquelle tu tiens tant à jouer un rôle dans son développement, j'ai nommé Châteauroux. Autodidacte et passionné de finance, tu ne participes pas à l'activité de tes commerces puisque tu as compris que ta force et ta vraie valeur ajoutée résidaient dans ce que tu fais le mieux aujourd'hui, créer et développer des affaires. Ancien rugbyman et passionné de sport, tu es à la tête d'une équipe de plus de 40 personnes que tu manages avec les valeurs que ta passion pour le ballon ovale t'ont apprises, solidarité et esprit d'équipe. Flirter avec le trading a été un tournant dans ta vie et tu nous raconteras ça pendant ce podcast, je l'espère, qui aujourd'hui t'a amené à créer l'une des premières propres firmes françaises, We Get Funded, qui aime à se dire la propre firme des traders faite par les traders. Projet qui, je le souligne quand même, a réussi à lever 200 000 $ de fonds en moins de 24 heures. Je sais de source sûre qu'en grand ambitieux que tu as des rêves perso et pro complètement fou et que j'espère que tu nous partageras avec tous ceux qui regardent aujourd'hui cette vidéo. C'est donc une histoire unique et inspirante qui nous attend aujourd'hui avec toi, Valentin. Et j'ai une petite nouveauté à apporter à cet épisode cette fois-ci. Celui-ci sera participatif, puisque j'ai demandé hier à ma communauté de me lister les questions pertinentes qu'elle pourrait avoir pour toi au sujet de We Get Funded pour que tu y répondes en toute transparence le moment venu. Alors Valentin, j'aimerais, si tu le veux bien, commencer avec ma première question. De quelle planète viens-tu ? Ouais, très bonne description. Effectivement, commencer plutôt tôt. En fait, je déteste l'ennui. J'ai commencé, j'ai rajouté une petite info.
J'ai commencé en alternance chez Groupama, en assurance. Bon, comme tout le monde sait, dans un bureau, costume de chez Jules et Devred, un enfer. Donc pour moi, quand même très compliqué, ce genre de métier qui sont quand même des métiers un peu ennuyeux. Je suis désolé à nos amis banquiers et assureurs, mais bon, voilà, ça me manquait quelque chose. Et en fait, j'ai voulu chercher tout simplement ce qui me manquait. Donc ma première idée, je dis, je vais faire un bar. Je vais faire un bar ambiance, jeudi, vendredi, samedi, dealer avec le taf que je ne travaille pas le vendredi, donc réduire mes heures pour pouvoir faire le bar. Et là, mélanger de taf et avoir en fait ce qui me manquait et ce qui me plaisait des deux côtés. Finalement, le bar que j'ai fait, qui devait être au départ un petit bar, un deuxième taf, est vite devenu un premier taf. Donc ça a marché tout de suite, beaucoup de monde, donc j'ai dû arrêter forcément mon travail chez Groupama. Et voilà, et en fait, ça résume bien ma vie. Je suis très content aujourd'hui de complémenter ce qui me manque dans certains jobs. Et effectivement, ça peut faire un peu drôle parce que du coup, ça accumule des boulots qui ne sont pas du tout similaires et qui n'ont pas les mêmes valeurs, qui ne sont pas les mêmes rôles. Mais c'est ce qui me plaît. Et franchement, c'est génial. C'est d'aller chercher le meilleur de tout ça dans peut-être plusieurs tafs avec des personnes très différentes. Aujourd'hui, c'est pas la même expérience de travailler avec des développeurs, back ou front, informatique, ou de travailler avec des serveurs, des agents de sécurité, des restaurateurs. C'est rien à voir. Mais ce mélange fait que sincèrement, déjà d'une, je ne m'ennuie pas, parce que c'est quelque chose dont j'ai besoin, et d'aller chercher le top comme ça d'un peu partout. Et ça, c'est un vrai plaisir. Super. Eh ben, écoute, raconte-nous un petit peu la genèse de tout ça. D'où c'est parti? C'était quoi ton enfance, par exemple, parce que tu es devenu entrepreneur aguerri maintenant avec tous ces business très très jeune, ok? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les débuts de tout ça? Comment ça a commencé? Quel a été le déclic? D'où c'est parti? Et comment tu as pu scaler tout ça? Parce qu'aujourd'hui, pour avoir plusieurs affaires aussi jeunes que tu sois, parce qu'aujourd'hui, tu as 27 ans, mais tu n'as pas commencé à 22 ans, tu as commencé à 19 ans, je crois. C'est ça. Si je me souviens bien, tu as commencé à 19 ans. Alors, comment on fait à 19 ans pour commencer comme une fusée comme ça et faire, on a l'impression que c'est limite un parcours parfait. Donc, raconte-nous un petit peu la genèse, le parcours, et s'il y a eu des problèmes, quels ont été et où on en est. Ok. En fait, j'ai commencé à 19 ans, donc par cette histoire, l'histoire du bar, commençait très vite, qui a marché très fort tout de suite à 19 ans. Et l'année d'après, premier bilan, le resto à gauche de mon bar est à vendre. Le mec arrête. C'est à gauche, hein. Quand je dis à gauche, ça touche, quoi. C'est à gauche, vraiment juste à côté. Là, je me dis, bon, je fais du bar, mais ça serait top d'avoir un resto, quoi. Et du coup, je pars sur ce projet. Je vais à la banque. Alors déjà, pour la première affaire, la banque avait suivi. À 19 ans, la grande chance qu'on a, déjà d'une, c'est qu'on n'a rien à perdre. Ouais. Pas de femme, pas d'enfant. Si ça se passe mal, aller au pire des cas, c'est retour chez papa-maman. On va pas se faire saisir une maison qu'on n'a pas. Ou voilà. Donc finalement, c'est presque le moment où l'entrepreneuriat est le moins risqué. Pour ma part, je trouve. Ce qui est beaucoup plus compliqué à 40-50, quand on a des enfants, choses comme ça. C'est vrai qu'il y a une mesure de risque, on peut vite se faire un peu peur. À 19 ans, c'est moins gênant. Et la banque m'a suivi tout de suite, c'était pas des gros montants, tout simplement aussi parce qu'à 19 ans, la chance qu'on a, c'est qu'on a plein de potes et qu'on peut faire un peu les travaux nous-mêmes, on peut y travailler, donc on a pu économiser les coûts comme ça et faire un projet pour finalement pas beaucoup d'argent. Et ce qui faisait que la banque a pu suivre, parce que c'était dans la délégation du banquier local. Alors, combien elle t'a prêté, la banque? Ma banque m'a prêté 85 000 euros. 85 000 euros. Parce C'est que ça. là, il y a des jeunes traders, notamment aussi, qui vont nous regarder et qui se disent pour eux à 19 ans, mais pour qu'une banque me prête 85 000 euros, qu'est-ce qu'il faut que je mette en contrepartie? Est-ce que toi, tu as eu des garants? Est-ce que tu as eu... Comment ça s'est passé? J'ai eu, je pense, en garantie mon histoire et sûrement ma personne. J'ai pris rendez-vous, Crédit Agricole d'ailleurs, hein, pas de problème à les citer. J'ai été voir en disant voilà, j'ai un projet, aujourd'hui je fais ça. Ils ont pu voir que j'étais sérieux dans la tenue de mes comptes, je gagnais déjà ma vie. Voilà, donc c'est des choses qui sont importantes, mais qu'un banquier analyse. Okay. Et ensuite, tout simplement, l'histoire. Donc, tu es venu avec un business plan, Tout simplement, et puis ta prévisionnel. personnalité. C'est ça. Et ça a séduit visiblement le banquier qui t'a accédé à ce crédit. C'est ça, le banquier était plutôt OK. Déjà, je pense quand même, il faut le rappeler, content de voir, et d'ailleurs, sincèrement, je conseille à tout le monde qui hésite, il faut y aller, de voir une jeunesse qui a envie d'entreprendre. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai eu la chance qu'ils me prêtent, mais si demain les banques refusaient tous les crédits des jeunes qui veulent se lancer,
ça serait une catastrophe. Faut encourager ces gens-là. Enfin, en tout cas, moi, ça me paraît évident. Ensuite, donc l'histoire a matché, que le banquier est plutôt plu. Il a cru en projet. Voilà, c'était un bar pour étudiants, tenu par un étudiant. Parce que moi, j'ai continué mes études jusqu'au bac plus 5. Ça alors, et là, j'étais en BTS. un bar d'étudiants par un étudiant. Ça rappelle un peu Ça l'histoire, on en parlera après, mais c'était déjà dans le thème. Et donc, le banquier, ça lui a plu parce qu'il s'est dit, qui peut tenir un bar étudiant ? Il est étudiant, j'étais dans les assos étudiants, je connaissais tout le monde, né à Châteauroux, donc voilà. Donc pour eux, ils se sont dit, à mon avis, ça peut marcher. Ensuite, sa chef, au Crédit Agricole, pareil, m'a reçu et a trouvé l'histoire, le personnage, le business plan bon. Et c'était dans leur délégation d'agence. Donc, il n'y avait pas besoin d'aller partir chez nous, par exemple, au Crédit Agricole à Châteauroux, c'est Limoges qui décide. Une autre petite ville que les gens ne vont pas connaître. Mais du coup, c'était une délègue en direct. Et donc, ça permet tout simplement que l'agence, qui connaît au mieux son territoire et ce qui peut être fait, savoir si ça marche, peut dire oui tout de suite. Et c'était le cas. Donc ils m'ont prêté ces sous. Et là, en avant, direction les travaux. Et ensuite, ouverture et une super histoire à commencer. Donc les travaux, si je comprends bien, tu parlais de délégués, tu as réuni toute ta bande de potes. Ouais. Et tu leur as dit, les gars, là, je lance mon premier business, c'est un petit peu all-in, j'ai des crédits. Là, il va falloir que vous m'aidiez. Ouais. Et on a quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la peinture, ils ont fait tout à l'intérieur? Peinture, recherche, un peu les produits. Déjà, la démolition, tout ce qu'on peut faire soi-même. Alors aujourd'hui, c'est pas moi, on n'a pas passé l'électricité ni la plomberie parce qu'on ne savait pas faire. Ouais. Mais on a pu préparer tout le chantier en démolution, aider un peu, le placo, les peintures, les choses comme ça. Ouais. En fait, ça a été assez vite et en plus assez drôle. Et sincèrement, c'est des super moments. Enfin, c'était toi le chef d'orchestre de tout ça? Alors, moi, je suis pas très bon bricoleur, ouais. mais j'ai à peu près la vision quand même du bricolage et des travaux. Je ne sais pas le faire, d'accord, mais j'arrive à voir à peu près ce qui manque ou à peu près le temps que ça va prendre et ce que ça va coûter assez vite. Ok. Donc moi, j'étais plutôt dans la direction de dire on va faire comme ça. Là, ici, c'est mieux de faire ça. On va gagner du temps et de l'argent. Voilà, plutôt ça. Mais après, le faire... Est-ce que finalement, c'était pas ta première expérience managériale de manager tous tes potes pour qu'au final, vous montiez un projet commun qui se terminait en bière gratuite, j'espère? Ah ouais, parce qu'il faut bien les rémunérer. Passé, ouais. Voilà. Donc, est-ce que finalement, c'était pas ta première expérience managériale de manager toute ta bande de potes et puis derrière d'avoir cette vision, parce que tu ne savais pas faire, mais finalement d'avoir eu la qualité de t'entourer des bonnes personnes au bon moment pour donner vie à ton projet? En fait, je pense que c'est essentiel pour tout projet, c'est-à-dire l'entourage. Le choix de ses amis, de ses partenaires, des gens qu'on suit, toutes ces choses-là, c'est primordial, clairement. Et là, j'avais la chance, effectivement, j'avais des super potes, donc franchement, on a pu taper dedans. En plus, on s'est bien marré. C'était cool, hein, apéro, un peu de travail, enfin, franchement, c'était bien. Et ensuite, il y avait les entreprises qui, elles aussi, sont venues travailler. Par exemple, j'avais un copain à moi qui était en alternance, pareil, il était en alternance d'une boîte de BTP. Donc, je lui dis, tu ne veux pas demander à ton patron si tu peux prendre le chantier, mais tu vois, un chantier un peu cool, quoi. Faut pas qu'il m'éclate, en clair. Et le patron, super sympa, il a dit, ouais, non, top, ce projet d'un jeune, alternance avec toi, on va faire au mini du mini, quoi. Donc, je l'ai joué un peu comme ça. Mon propriétaire, pareil, où je louais les murs, m'a dit, par exemple, écoute, c'est simple. Moi, j'ai commencé à 19 ans aussi, il avait une boutique de costards. Il part à la retraite dans 2 ans, donc il dit moi j'ai commencé à 19 ans, je me vois un peu dans ce que tu vas faire, voilà, c'est cool qu'un jeune puisse entreprendre, tu ne payes pas de loyer tant que tu n'as pas ouvert. Ça c'est magnifique. Déjà prends ton temps pour les travaux, tant que c'est pas ouvert, c'est gratos. Pas de demande de grosse caution, pas tout ça, enfin franchement très cool. Donc c'est toutes ces petites choses là qu'on peut faire dans les villes où on est né, où on connaît, et qu'on fait que tu arrives à faire un projet quand même pour des coûts mini. Et en plus, coup de chance, quoi, ça a cartonné direct dès l'ouverture. Alors, ça n'a pas été rien parce que pas mal d'histoires. Je crois qu'on pourrait faire une vidéo complète sur toutes les histoires, mais au départ, c'est quand même dur. On a 19 ans, on a un bar où il y a tous les étudiants, mais la plupart des potes qui viennent tous les soirs. Faut rester concentré. Faut rester concentré. On peut vite tomber un petit peu dans la fête un peu tous les jours. Ça va vite. Hein. D'ailleurs, tu t'es challengé par rapport à ça? Comment tu t'es dit? Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, oh là, attention, il faut que j'arrête, c'est un business? Ouais. Ou alors, est-ce que dès le début, tu as été en mode super strict, écoute, je sais où est ma place? Ça serait mentir. Personne n'est trop prêt à ça, quoi, finalement. Encore moins à cet âge-là. Donc, j'ai fait 3 mois où c'était dur. Hein.
Autant dire que les matinées, j'en ai pas vu beaucoup. Donc, voilà. Et en fait, au bout de 2-3 mois, on a ouvert en plein juin, donc plein été, grande terrasse sur la ville, donc plutôt assez rock. Et en fait, dès septembre, je me suis dit, mais c'est pas ta place. Être derrière un comptoir, c'est pas possible. Déjà d'une, parce que c'était pas ce que j'aimais le plus faire. J'aimais bien l'aspect créatif, création de soirées, les soirées étudiantes, les DJ, toutes ces choses-là, tout ce qui faisait vivre le bar, les idées, les événements. Mais être derrière le comptoir, pas trop. Et en plus, c'est vachement piégeant. Et je voulais pas tomber dans la caricature, c'est pas méchant quand je dis ça, mais la caricature du PMU, où il y a Michel qui raconte son histoire avec 4 bières, l'enfer. Donc je voulais pas tomber là-dedans. Donc pour moi, je me suis vite décroché en fait de cet aspect-là de travail pour me concentrer sur ce que j'aime le mieux faire, qui était plutôt l'événement, plutôt créer, plutôt la vision globale de l'entreprise. Et donc, au bout de 3-4 mois, j'ai vite décroché. Mais avant ces 3-4 mois, c'était l'Amérique. C'était l'Amérique. Et en plus, on venait d'ouvrir, cette petite, j'espère qu'ils m'en voudront pas, on a ouvert, et c'était pas top sérieux, c'est-à-dire qu'il y a des horaires de fermeture obligatoires par la loi, par arrêté préfectoral. On n'a pas souvent été dans les horaires. Ce que tu as ouvert, c'est finalement une fraternité. Ouais, c'était un peu... C'est plus une garçonnière qu'un bar. C'était un peu compliqué jusqu'au jour où j'ai eu un coup de fil et qu'on m'a dit non, je t'explique. Là, maintenant, ça s'est bien marré. Ça va, c'est cool. C'est fini. T'avais une carte, t'as pris un carton jaune. Le prochain, c'est carton rouge. Ça sera fermeture administrative et tout. Faut remettre dans l'axe. Les horaires, c'est les horaires. Ça reste une entreprise. C'est pas possible que toi, tu fermes plus tard que les collègues, que nani, que nana. Donc voilà, j'ai pris... m'expliquer gentiment, tout simplement, ce qui est la vérité, qu'il y a des règles, qu'il faut les suivre, qu'on peut pas faire n'importe quoi. C'est vrai qu'effectivement, un petit peu la fougue de la jeunesse, ça fait que les premiers mois, c'était... Ok, et donc cette première aventure dans l'entrepreneuriat, qui est visiblement un succès basé déjà sur ton network et tes amis, puisque c'est eux qui ont participé au succès de ça, clairement. À quel moment tu te dis, et surtout à partir de quel montant, en termes de chiffres, etc., tu te dis, écoute, là ça marche, je vais ouvrir un deuxième, un troisième, jusqu'à aller avec 6 ou même à diversifier dans les industries, puisque tu n'es pas resté que dans les bars après. Quel a été le cheminement de pensée? À quel moment tu t'es dit, OK, là, je prends une deuxième? Au bout d'un moment, de fait de l'entourage, l'affaire était tenue par mon directeur qui gérait les opérations sur place. Il avait quel âge son directeur? Même âge que moi. Même âge que toi. Ouais. Ok. Et à l'époque, tu avais 19 ans. 19 ans. Pote d'école. Ok. Donc, c'était tenu. Pendant un an, je suis resté dans l'affaire. Après, je m'y suis un petit peu décroché. Alors, ça peut être un défaut aussi. C'est une qualité, un défaut. Je me suis dit, bon, c'est sympa, quoi. Tu as fait une affaire, ça marche et tout, mais bon, tu t'ennuies là, quoi, quand même. Tu t'ennuies. Bon, est-ce qu'on ne ferait pas faire un peu autre chose, un peu développer et puis toujours un peu l'envie de plus qui est bien et pas bien d'ailleurs. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Je sais me contenter de ce que j'ai. Et ce qu'il faut savoir, que c'est vite un engrenage très compliqué. Je vais l'expliquer après parce que ça n'a pas été non plus qu'une belle aventure à cause de cette envie de plus qui est quand même un défaut. Effectivement, le resto à gauche était à vendre, pas très cher. Le gars, il voulait arrêter. La banque m'a fait confiance pour le bar, carton. J'étais les voir disant je vais acheter l'affaire à gauche. Ok, on vous a fait confiance, pas de souci, go, on y va. Et 2 mois après, l'affaire à droite était à vendre. Et donc, du coup, je retourne à la banque et je leur dis va me falloir un petit peu plus. Je vais prendre tout le quartier. Parce qu'en fait, mon collègue de droit aussi vend. Et moi, ça me permet de verrouiller un peu la place où on travaille. Ça s'appelle Place Monestier. Et la banque a aussi fait confiance. Elle a dit ok, ça restait encore des sommes où dans les délégations, c'était jouable. Et après donc là, aventure restaurant. Alors, c'était le sud-gauche et sud-droite. Est-ce que c'était ils abandonnaient les lieux par problème financier, etc. ou pas? Non. Parce qu'ils faisaient banqueroute ou c'est vraiment un rachat Normalement, les deux, c'était normalement retraite. C'était retraite, les deux. Bon. Ok. Une notion d'opportunité aussi, de timing. Là, il y avait un vrai timing à prendre. C'était pas très cher, c'était pas mal. J'ai quand même pris une petite banane. Ce qu'on apprend dans le monde des affaires, tout est pas rose. C'est qu'ils sont tellement partis à la retraite que 3 mois après, ils avaient tous les deux un autre établissement. Donc, voilà, un qui n'a pas respecté sa clause de non-concurrence. C'est les joies de l'entrepreneuriat. C'est pour ça que tout n'est pas rose. Mais il y avait une notion de timing. Et sur des établissements qui étaient quand même bien placés. 2 établissements différents. Il y avait un restaurant, celui de droite, qui était un pur restaurant, et l'autre qui était plutôt bar-brasserie,
donc qui mélangeait, chez nous on appelle ça limonade, donc boisson, et restauration, mais brasserie, restauration simple. J'ai vu l'opportunité, je me suis dit, bon, bah allez, go. Voilà. Ça a été quand même plus dur. C'est pas le même métier. Voilà, parce que ça demande d'autres compétences, qui va être toute la partie cuisine. Donc chef de cuisine, commis, toute cette partie-là, en fait, que je maîtrisais pas. Donc, sincèrement, ça a été quand même dur. Wow, il a fallu parce que du coup, toute ta bande de potes, elle travaillait déjà sur le bar. Ouais. Donc, comment tu t'es entouré pour le restaurant? Là, ça a été un peu plus compliqué. J'avais un élément dans chaque endroit où je pensais que ça collait. J'ai fait un peu le mercato, quoi. Ouais. C'est-à-dire que j'ai pris un élément du bar où je pensais que ça pouvait coller dans un resto, l'autre à l'autre endroit. Mais justement, tu as raison de le soulever, c'était un petit peu brouillon. Et ce qui a fait que franchement, ça a été dur en termes de timing, de gestion du temps, de gérer ce nouveau métier, de faire les ouvertures presque en même temps, des deux. Ouais. Donc ça, je ne pouvais pas focus que sur un. Parce qu'à cette époque-là, tu as quel âge? C'est toujours 19 ans? Là, j'ai 20. À cette époque-là, tu as 20 ans. Ouais. Mais quand tu ouvres un resto... 20-21 peut-être. 20-21, quand tu ouvres un resto, là, ton premier, ok, c'est une aventure étudiante, c'est une aventure humaine, ton directeur a 19 ans, machin. Mais quand tu ouvres un resto à côté et que tu as déjà ton staff, entre guillemets, qui bosse sur la partie étudiante et le bar. Mais là, un chef, un cuisinier, machin, ils n'ont pas 19 ans, ces gens-là. Ah non. Ils ont quel âge? Là, ils ont 40, ils 50. ont 40, 50 ans, on est d'accord. Ouais. Donc, comment ça s'est passé, toi, en termes d'image et de management, à 20 ans, te retrouver à donner des ordres et à payer des salaires à des gens de 40, 50 ans? C'était quoi la relation que vous aviez? Est-ce que tu as été pris au sérieux? Est-ce que tu as eu des difficultés par rapport à ça? Est-ce que tu as dû faire des choses précises pour acquérir cette crédibilité envers tes salariés? Dis-nous. Alors, en fait, j'avais un élément que je voulais qui soit mon référent de la nourriture. Alors, j'avais un de mes salariés qui travaillait à l'imprévu, qui est plus facilement remplaçable. Il faut savoir que dans un bar étudiant... L'imprévu, c'est le bar. C'est le bar étudiant, le premier. Il faut savoir que dans un bar étudiant, le personnel, c'est un peu plus simple. C'est-à-dire qu'on peut prendre un peu du job étudiant. C'est pas très complexe quand on parle de servir des vodka Red Bull, des whisky coca et des bières. Pas besoin d'énormes compétences. Donc, on peut se staffer un peu plus cool. J'ai toujours privilégié l'humain à la compétence. Parce que pour moi, quand il y a l'humain, c'est plus facile d'acquérir la compétence que d'avoir la compétence et que le mec, ça soit un énorme chiant, quoi. Donc ça, c'était important pour moi. Donc j'ai pu déplacer un qui avait fait son CFA, restauration, qui maîtrisait quand même cet aspect métier, que j'ai mis dans un des restaurants. Ensuite, il me manquait quand même un chef un peu expérimenté. Et là, c'était un gros coup de carte, mais je l'ai tenté. Il y avait un autre petit restaurant qui était à vendre, et le chef était plutôt bon. Et du coup, j'ai racheté ce petit restaurant, un boui-boui. Hein. J'ai racheté ce restaurant pour prendre le chef qui vienne dans mon restaurant et j'ai remis en vente le restaurant, le fond, vide. Il n'a jamais ouvert. Okay. Et j'ai réussi à le vendre. Ça a quand même mis 6 mois, donc j'ai pas trop perdu de plume. Mais c'était quand même un peu risqué parce que si je me le gardais sur les bras, ça veut dire loyer tous les mois et tout, quoi, quand même. Hein. Bon, j'ai réussi à le vendre, donc finalement, j'ai eu un peu de chance. Mais c'était un gros pari. Je ne sais pas si ça se referait maintenant, quoi. C'est-à-dire que pour aller chercher du personnel, devoir acheter un petit restaurant pour verrouiller le deal, un peu complexe. Donc du coup, ta relation entre ces gens qui étaient quand même beaucoup plus âgés que toi, ouais, et la crédibilité que tu pourrais leur apporter, qu'est-ce que tu as fait? Comment ça s'est passé? En fait, ils ont vu que déjà j'avais une énergie, une vision qui n'était pas déconnante. Et moi, j'ai toujours eu des amis plus âgés. Ouais. Beaucoup. J'ai pas de problématique à me mélanger, à discuter avec des gens qui ont 30, 40, 50, 60 ans. Mais la problématique venait peut-être pas de toi, mais d'eux. Alors là, c'est là où tu as raison. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des gens avec qui je pouvais pas travailler à cause de ça. Parce que pour eux, c'est inconcevable d'avoir des ordres d'un gamin de 21 ans. Pour eux, c'est pas possible. J'ai pas tenté avec ces gens-là. C'est pour ça que je dis que j'ai été chercher vraiment l'aspect humain en premier, même si les compétences étaient un peu plus basses, en espérant que l'aspect humain rattrape ces compétences et qu'on puisse évoluer tous ensemble. D'accord. Mais oui, c'est pas évident, surtout dans des petites villes comme ça, le bassin de l'emploi est quand même pas énorme. Donc pour se staffer, c'est très dur. Okay. Et ça a été très dur. Et je te pose la question que beaucoup doivent se poser quand ils regardent cette vidéo. À 19 ans, 20 ans, tu as déjà 2 affaires. À ce moment-là, tu gagnes combien par mois? Alors, il faut savoir que j'ai une petite particularité. En fait, pas tant que ça. J'étais... tout est relatif, mais j'étais en alternance encore, mais chez moi. D'accord. Okay. Tu t'es auto-embauché en tant qu'alternant. Ouais, j'ai donné 1%
de la boîte à mon père pour que ce soit mon maître d'apprentissage. D'accord. Il fallait un maître d'apprentissage sur le papier. Et j'étais alternante chez moi-même. Et D'accord. donc, je continuais mes études. J'avais promis à mes parents, c'était une promesse que j'avais fait, que je continuerais mes études. C'était un peu compliqué au départ, hein, ils avaient peur. Hein. À 19 ans, tu te lances dans un bar, ça peut vite être un peu le chantier. C'est sûr. Ce qui a d'ailleurs été un petit peu au début. Et je leur ai promis que je continuerais mes études. Donc, puis quand je fais des promesses, je les tiens. Donc, j'ai continué mes études en même temps qu'entrepreneuriat, en étant alternante chez moi-même. Donc, j'avais une paye d'alternant, mais c'est vrai que très améliorée. Je devais gagner, moi, j'ai rien à cacher, hein, pas un grand sensible avec ça. À mon âge, peut-être 2500 €. Ok. 2500 € par mois Ouais. avec ton bar étudiant. Ouais, c'est ça. Et quand tu es passé avec à ta double affaire avec le restaurant, on était à combien? Non, la même chose. Le salaire n'a pas évolué. Alors, il faut savoir déjà qu'on a des barèmes en tant qu'alternant. Ouais. Donc, j'étais déjà largement au-dessus des barèmes. Donc, D'accord, donc tu es resté alternant, mais tu travaillais pour tes 2 boîtes Ouais. en étant alternant. Ouais, en Donc le fait, salaire, c'était 2500 € pour t'occuper des 2 activités finalement. pour tout faire. D'accord. Et on va dire que c'est... Après, j'ai racheté 2 autres restaurants, une boîte de nuit. Là, ça a pris une autre dimension en termes de structure. C'est-à-dire que là, c'est passé sur une structure un peu plus grande avec beaucoup plus de personnel. C'est surtout une autre industrie, parce que là, tu oui. passes vraiment, en rachetant une discothèque, tu passes vraiment dans l'industrie de la nuit. Ouais. Donc au moment où tu achètes cette discothèque, tu as quel âge? C'est pour que les gens aient bien la timeline. 21 ou 22. 21 ou 22 Ouais, ans. soit tout début Alors, de 22. C'est une grande boîte, 21. c'est une petite boîte? Non, c'est plutôt une grande boîte. On est numéro 1 dans le département. On est dans le top 3-4 de la région. Non, c'est plutôt une grosse boîte. Avant, c'était un théâtre. Donc, ça n'a D'accord. jamais fait boîte de nuit. Ok, parce que là, tu passes dans une autre industrie avec les problèmes et les avantages et les inconvénients de cette Ah ouais. industrie. Moi, je les connais très très bien parce que je suis aussi issu du monde de la nuit. Je sais très bien le genre de soucis qu'on peut avoir avec les discothèques, Ouais. à savoir les raquettes, les escroqueries. Voilà. Quand on est à 21 ans en train de racheter une discothèque, est-ce qu'à ce moment-là, tu es parfaitement conscient dans quoi tu te lances en termes de risque avec ce business? En fait, ce qui a été l'élément déclencheur, j'avais un de mes DJ qui travaillait au bar, premier bar que j'ai eu, D'accord. qui s'appelle Morgan, qui est un super gars, il travaille toujours pour moi, et qui, lui, a travaillé dans une autre boîte, qui était une assez grosse boîte à l'époque, mais qui était en déperdition. Et il travaillait pour moi que le jeudi, parce que le reste du temps, la boîte était ouverte, lui, où il travaillait. Et il me dit, nous, ça va bientôt fermer. Voilà, ça s'arrête. Et là, de ma tête, ça fait, attends, ce mec-là, il va plus avoir de boulot. Un très gros professionnel dans le monde de la nuit, 20 ans de nuit, pas une casserole, un super gars qui maîtrise. Je me dis, non, obligé, quoi. Et donc, j'ai ce lieu qui est juste en face du bar. La personne veut arrêter, part à la retraite, départ retraite aussi. Ça faisait des mariages, des séminaires et du théâtre. Et je me dis, là, il y a moyen de faire une belle boîte là-dedans. C'était quand même très joli. Et franchement, ça a dû cacher. Donc, tu as fait une boîte. Tu n'as pas racheté une boîte. J'ai créé. Tu as racheté un théâtre et tu en as fait une boîte de nuit. C'est ça. D'accord, ok. Et donc, j'ai dit, est-ce que tu viens avec moi dans cette aventure? Morgane, il m'a dit, go, on y va. Et on y était. Et sincèrement, ça marche plutôt bien. Ça a très bien marché. Ça marche toujours très bien. Donc, content. Belle aventure, finalement. Il faut savoir que dans des petites villes, pour revenir sur les problématiques boîtes de nuit, alors il y en a plein d'autres. Hein. Les mineurs, l'alcool, la drogue. Les agressions. Il faut faire attention, les agressions, les bagarres, le politique. Ouais. Mairie, préfecture, toutes ces choses-là. Dans des petites villes, déjà, drogue, il n'y a pas. En tout cas, très peu, je veux dire. Donc, c'est pas une énorme problématique. Il n'y a pas de raquettes. Donc, on enlève quand même des gros aspects noirs du métier qui, dans des grandes villes, sont très compliqués, qu'on n'a pas. Et je me suis très vite, très bien staffé grâce à Morgane, on a fait ce projet tous les deux, m'a beaucoup aidé, prenant des anciens agents de sécu qui bossaient à droite, à gauche, qui étaient un peu connus. Et donc, franchement, ça l'a plutôt bien fait. Dans toute boîte de nuit, il y a quand même eu des problèmes, hein, des bagarres, des fermetures administratives. J'ai eu le droit, hein, j'ai pas passé à côté. Et c'est toi qui as dû gérer personnellement tous ces problèmes? Ou est-ce que tu avais une équipe en place? Est-ce que tu as été toujours la figure publique de ça? Non, toujours la figure publique de ça. Donc, je me suis cogné tous ces problèmes-là. Je me suis cogné aussi tout l'aspect un peu médiatique, quoi. Un jeune qui arrive, il ouvre des restos de partout, c'est qui? Voilà. Parce que moi, j'ai du mal à croire, en étant entrepreneur, j'ai du mal à croire qu'on peut avoir autant de business
d'ouvert, d'avoir aussi jeune, etc., sans un moment que ça ait un peu déraillé, que tu aies eu envie d'abandonner, que tu t'es dit là c'est trop dangereux, là c'est pas assez dangereux. C'est quoi l'ombre de tout ce soleil, C'est quoi l'ombre de ça? La partie d'ombre. Franchement, ça a été très dur parce que déjà les gens qui étaient en plus pas mes clients, sur la partie de mes clients, les jeunes, c'était top parce que pas de critique et je pense qu'ils étaient contents de ce que je faisais pour la ville parce qu'il n'y avait pas grand chose pour les jeunes. Mais franchement, j'ai mangé. Hein. J'ai pris des grosses remarques. Hein. Donc, c'est quoi des grosses remarques? Des insultes sur les réseaux sociaux, sur les articles de presse, des pleins commentaires haineux, des trucs pas sympas, quoi. Et donc, j'ai mangé ça. Ça m'affectait au début. Après, ça m'a vite plus affecté. Et ensuite, toutes les autres problématiques qui vont être, comme j'ai dit, les fermetures administratives, les problèmes avec les politiques, toutes ces choses-là, parce que ça faisait un peu de bruit. On réveillait une ville qui était un peu morte. En la dynamisant pour les jeunes. Ça plaît pas à tout le monde. Ça plaît pas aux riverains, ça plaît pas aux anciens. Il y en a, donc on s'attire les foudres. Hein. J'ai eu une année ou deux, franchement, quand même très compliquée. Hein. Bon, après, j'ai fait aussi, moi, des erreurs de jeunesse. J'en pense à une, je peux en parler parce que ceux qui taperont mon nom dans Google vont trouver l'article. J'ai pris une fermeture administrative, par exemple, pour le Covid. Alors, c'est un exemple. C'est quand même très dur de contenir des jeunes en soirée, pendant Covid, les obliger d'être assis sur une chaise, un par chaise, pas de masque, pas de musique. Bon, par exemple, j'ai eu une fermeture administrative à cause de ça, parce que c'était un peu la fête chez nous, alors que ça aurait pas dû y être. Toutes ces choses-là. Donc ça, par exemple, c'est politiquement pas correct. Quand un article il sort disant le bar a pris 3 semaines de fermeture administrative pour non-respect aux règles Covid, c'était n'importe quoi, on est rentré là-dedans, c'était un bordel. Je te laisse imaginer les commentaires des gens qui ne sont pas nos clients. Et c'est honteux, c'est à cause de ça, c'est à cause de tout ce qu'on peut manger. Et ces établissements, alors qu'ils sont toujours ouverts? Alors aujourd'hui, j'ai vendu toute la partie restauration qui a vite été une plaie pour moi. Ça a été très 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 dur. Alors pourquoi tu les as vendus? Déjà parce qu'en termes de temps, c'était plus possible. Ça collait plus. C'est-à-dire j'avais 5 restaurants, le bar, une boîte. Ça collait plus. Et je me suis rendu compte que quand j'étais en train de résoudre un problème sur le restaurant A, tu avais un autre problème. J'ai un restaurant sur le restaurant B, le C, un enfer. J'ai vécu 3-4 mois, un enfer, à pas dormir la nuit, un enfer. Et à la fin, je me suis rendu compte de mes limites. Je me suis dit, non mais là tu vas y laisser ta santé, quoi. Ça peut aller au burn-out, ça peut aller à plein de choses. C'est plus possible. En plus, c'est des affaires. Il faut savoir qu'un restaurant, un petit restaurant, hein, comme moi j'avais, c'était des petits restaurants, c'est pas forcément très bankable. C'est-à-dire qu'on gagne de l'argent quand on a fini de rembourser le crédit et qu'on revend. Il n'y a plus de dette, et donc quand on revend, forcément on prend les sous. Mais avant ça, c'est pas très bankable comme affaire. Donc, je le faisais en plus pour pas gagner forcément d'argent. Donc j'ai vite dit non, c'est plus possible, je vais y laisser ma santé, c'est de la folie. Donc j'ai vendu tous mes restaurants un par un. Voilà. Et pour garder que mon bar et une boîte de nuit, puis j'en ai racheté une autre boîte de nuit après, dans une ville à une heure de route d'où j'étais. Parce que j'ai appris une grande leçon aussi, ça a été une de mes grosses erreurs, c'est d'avoir voulu avoir tous mes établissements dans la même ville. Ok. Ça crée trop de jalousie, trop d'incompréhension chez les gens. Ils veulent pas aller à la fin. Je pouvais même entendre des gens qui disaient non, j'ai pas envie d'aller chez Pinot, quoi. Et il a tous les restaurants de Châteauroux, n'importe quoi. Donc en plus, ça c'était par exemple un mauvais choix stratégique. Je pouvais pas forcément le deviner, mais voilà. Donc s'il y avait des erreurs que tu as faites en tant que jeune entrepreneur, parce que du coup tu es encore jeune, 27 ans, hein, s'il y avait des erreurs que tu as faites que tu ne referais pas, genre 3 erreurs que tu as faites que tu ne referais pas, qui selon toi ont été des game changers. Pour la partie métier pur, tout avoir dans la même ville, très compliqué en termes d'image. Okay. Parce qu'on devient vite un peu pour eux, un peu un loup, quoi. Le mec qui prend tout, c'est un requin, quoi. Un requin du business. Les gens n'aiment pas ça. Donc ils avaient l'impression que ça manquait d'authenticité dans les affaires. Je devenais presque un McDo, quoi. Alors que pas du tout, mais bon. Donc ça, très grosse problématique. Ensuite, de la fougue de la jeunesse, j'étais peut-être... pas provoque parce que c'est pas ça, mais j'avais pas de problème à répondre aux articles, aux demandes de médias, aux nani, que j'aurais pas dû faire. C'est-à-dire j'aurais pas dû m'exposer autant, j'aurais dû dire non à certains articles parce qu'en plus sincèrement les médias sont quand même très durs et souvent ça reflète pas la vérité, on explique quelque chose, ils le transforment. J'ai eu le cas avec un journal de chez moi qui s'appelle Nouvelle République, qui est un truc local.
qui m'ont défoncé à nombreuses reprises dans les journaux, quoi. Donc pas t'adresser aux médias ou de manière différente. Ouais. Moins frontale. En Pas fait, pas se sentir obligé de leur répondre. comme je fais aujourd'hui, j'aurais dû m'adresser à mon public, à mes clients, aux gens qui ont de l'importance pour moi, qui sont proches, qui me font vivre et où je colle à leurs problématiques. De dire dans la ville, c'est mort pour les jeunes, je veux faire des choses pour les jeunes. J'aurais dû m'adresser aux clients. Et en fait, par souci, je sais pas, des erreurs, hein, c'est vrai qu'on a de mon interview, allez, c'est cool, je la fais, le truc, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. C'est jamais, les bonnes phrases sont jamais reprises, ça essaye de faire du buzz. Je me suis cogné un article, là, c'était le plus lu de l'année, quoi. Il m'est foutu dans tous les tabacs, les trucs, les nanas, enfin, un enfer. Donc ça, très, très grosse erreur. Parce qu'en fait, les gens sont pas bienveillants, c'est pas vrai. Ils sont plutôt plaisir, ils espéraient que tu t'écrases et que tu loupes parce que tu es en train de faire un truc qu'eux, ils ont pas fait. Et qu'ils auront peut-être jamais, je suis désolé, je suis grossier, mais peut-être jamais les couilles de faire. Et toi, tu le fais tôt, ça marche un peu, ils aimeraient te voir te planter. Et ensuite, les médias, eux, ils veulent vendre du papier. Donc des histoires un peu comme ça qui sortent un peu nulle part, parce que c'est vrai que dans nos villes, c'est pas non plus tous les ans qu'un gamin il arrive et il fait ça. Donc voilà, tout ça, c'est des erreurs. J'aurais dû laisser ça de côté, complet, et m'adresser à mes clients, à mon public directement. Donc ça a été une très grosse erreur. Ensuite, la troisième, je pense que c'est bien d'aller dans des métiers qu'on ne maîtrise pas. Mais si jamais on va dans des métiers qu'on ne maîtrise pas, il faut y aller avec quelqu'un qui maîtrise. Et de partir du principe que tout s'apprend, c'est pas tout à fait vrai. Parce qu'en fait, tout s'apprend, mais une histoire de délai. Et pendant ce délai-là, c'est compliqué. Et sur des affaires comme ça, dans des petites villes, on ne vit pas grâce aux touristes. C'est-à-dire que si c'est pas terrible, ces clients-là, on les perd, quoi. Donc cette notion de délai dans le temps de l'apprentissage, c'est quand même un gros bloqueur. Contrairement à Paris, où à la rigueur, c'est pas très bien pendant 3 mois. Les 3 autres mois, si, ça ira pareil, parce que c'est des gens qui passent, ils connaissent pas. Enfin voilà. Ça, voilà pour moi les 3 grosses erreurs que j'ai commises. Il y en a sûrement plein d'autres, mais en tout cas, celle-ci, c'est une certitude. Ok, super. Donc la diversification, finalement, qui est plus ou moins dans la même industrie, a quand même, sur certains projets, dilué tes efforts. Donc manque d'efficacité, manque de performance. Et du coup, ça a joué sur ton image, ta crédibilité et sur, bien évidemment, les performances de ton business. En parlant de ça, tu nous dis que tout s'apprend, mais il y a un délai. Ouais. Et c'est là où je fais le parallèle maintenant avec le trading. Comment est-ce que tu es arrivé à devenir, dans un premier temps, trader? Puisque là, tu nous dépeins le tableau d'un entrepreneur qui est jeune, pour qui ça marche, qui a déjà revendu ses business, donc qui a déjà des capitaux, etc. Un entrepreneur dans le physique, puisque tu as des business qui sont physiques. Parle-nous un peu de ce passage, du coup. Comment le trading est entré dans ta vie? Par quel biais? Et quelle a été ton envie et tes objectifs avec ça? J'ai toujours été déjà un passionné d'économie au sens propre. Et quand j'ai commencé mon alternance à Groupama, comme je disais, le but c'était d'aller dans la gestion de patrimoine financière. C'était ça le projet au départ, avant que le bar fonctionne et que je n'ai plus dans ce chemin. Donc je me suis très vite passionné en économie. Et le trading, qui est le moteur de notre économie finalement, les marchés, ça a vite été une passion. J'ai regardé, j'ai étudié, j'ai lu des articles, regardé un petit peu des vidéos sur YouTube, toutes ces choses-là. Et en fait, j'ai retrouvé... Tu regardais déjà The French Trader sur YouTube? T'étais pas là à cette époque-là, mais je regardais un ami en commun très vite, qui est Romain, avec Livestream, qui portait pas ce nom-là à l'époque. Il portait quel nom à l'époque? C'était le Trading pour tous. Le Trading pour tous. Et donc, du coup, je trouvais sur les vidéos, ça m'a plu tout de suite, le trading. Et en plus, il y avait quelque chose qui me manquait dans mes business, qui était l'adrénaline. C'est-à-dire que quand on a des business physiques, on gagne ses sous à l'année sur un bilan, sur ses bénéfices, sur une belle soirée, pourquoi pas, mais c'est différent que le trading. Le trading, on gagne ses sous à l'instant T. Quand on trade, il y a une histoire d'adrénaline assez rapide, intense. Et ça me manquait. Je l'avais pas dans mes business. Tu cherchais l'émotion. Ouais, un petit peu d'émotion. Et en plus, je trouve que c'est très formateur parce que le trading, avant tout, on va enlever un petit peu toute la technique qui est importante, mais que je trouve qui n'est même pas le plus important, parce qu'en fait, on a une chance sur 2, ça monte ou ça descend. Je trouve que c'est la psycho qui est important dans le trading. C'est-à-dire je pourrais, moi, trader un petit peu en vrac.
si je respecte un money management, un risk-reward, et bah, il y a de grandes chances que je fasse des perfs. Tout simplement, parce que je vais gagner plus que ce que je perds. Il y a des chances que même si je fasse 50-50, parce qu'il y a une chance sur deux, ça monte ou ça descend, bah, il y a des chances que je fasse des perfs. Alors l'aspect technique, quand même, te met les probabilités de ton côté. Ah non, mais voilà. C'est obligatoire, il faut le dire quand même. Ça C'est permet pas juste acheter, vendre. Ça permet de ne pas devoir chercher... en fait, aujourd'hui, quand je dis on regarde un graphique, ça monte, ça descend, c'est plus complexe que ça, on le sait tous les deux, mais c'est quand même pas faux dans l'idée. Et si jamais notre money management, notre psycho, tel un robot, n'échoue jamais, c'est vrai qu'on peut faire des perfs, même si techniquement, on n'est pas un tueur. Je n'ai pas dit on ouvre un PC, on appuie au pif. Mais c'est ce qu'on dit souvent, un mauvais trader avec un plan sera plus efficace qu'un bon trader sans plan. Ouais, c'est le cas, et c'est vraiment vrai. Et donc là, qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend à se faire confiance. À se faire confiance, à se respecter, à pas douter, et ça, c'est top. À se respecter, ça c'est intéressant ça. Ouais. Pourquoi se respecter dans le trading ? Pourquoi avoir un bon trading, c'est aussi se respecter ? Parce que c'est simple, on fait un plan, on passe du temps, on analyse. Alors moi, je fais un peu sous le ton de l'humour, mais c'est quand même pas très bandant un graphique. Hein. On parle de bougies rouge et verte, pour ceux qui traitent de cette façon ou d'autres couleurs, mais en tout cas, c'est quand même pas très kiffant. Mais on fait un plan, on passe du temps à analyser ces belles bougies qui nous font tous vibrer, et ben, on est obligé de se respecter. C'est-à-dire que ce plan qu'on a fait le matin, quand il se déclenche, si jamais on ne le respecte pas, on bouge son SL, on bouge son TP, à cause des émotions, mais c'est ne pas se respecter. C'est-à-dire, c'est pas respecter le travail du matin, c'est pas avoir confiance en soi. Ça revient au même que si demain j'allais dans le bureau d'un collègue et puis que je disais mais non, fais pas comme ça, tiens, on va faire ça et tout, le mec il me dirait mais t'es un fou malade toi. C'est mec, je suis dans mon bureau, je suis en train de bosser, tu vas me dire t'es un fou. Mais c'est pareil, mais avec soi-même. C'est-à-dire qu'on fait un plan, on le respecte et on n'y touche pas. Et respecter le plan, c'est se respecter finalement, parce oui. qu'on a passé des heures à le mettre en place. C'est obligatoire. Et c'est se faire confiance. C'est ne pas douter. Les SL, ça fait partie du trading. Et du coup, est-ce que ton expérience dans l'entrepreneuriat, que tu as eue avant d'arriver dans le trading, tu pourrais dire qu'elle t'a été bénéfique pour tes premiers pas dans le trading ? Parce que dans l'entrepreneuriat, je suis désolé, mais moi je sais, je suis entrepreneur également, je sais que la manière dont je gère mon trading, c'est aussi la manière dont je gère mes business. C'est-à-dire qu'il y a un risk management, il y a un respect de soi, il y a un respect de la méthode, il y a un respect de la stratégie, etc. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as mis, quand tu es arrivé dans le trading, parce qu'il est possible que non, mais est-ce que quand tu es arrivé dans le trading, tu as mis tout ça directement dans le trading, c'est devenu de manière innée, où tu as découvert un monde où tu t'es dit « Ah ouais, ok, là, il va falloir que je sois encore plus rigoureux que dans mon entrepreneuriat. Là, on joue vraiment, on risque du capital. » J'ai eu la chance que quand je suis arrivé dans le trading, déjà, j'étais pas scary money. Okay. Scary money, c'est la peur de l'argent. Voilà, j'avais pas cette notion de peur de l'argent. J'avais de la chance que j'en gagnais. À l'époque, quand j'avais le tout, le groupe, ça faisait pas loin de 4 millions. Donc, c'est quand même des grosses sommes. Donc, j'avais pas déjà cette peur de l'argent. Ce qui est très important pour la gestion d'émotions. Ensuite, avec tous les hauts et les bas qu'ont connu mes affaires, et puis moi personnellement, et puis tout ce qui a pu m'arriver en allant très vite dans l'entrepreneuriat, bah, on apprend quand même la gestion d'émotions. Et on apprend quand même à se faire confiance. Et à un moment donné, on doute une fois, deux fois, trois fois. On se dit, mais non, mais je peux pas. Go. Donc c'est vrai que je suis arrivé dans le monde du trading avec pas la peur de l'argent, une bonne gestion des émotions et une confiance en moi. Et quand tu es arrivé dans le trading, tu n'avais pas besoin du trading pour vivre. Et en plus, effectivement, tu as raison, c'est un très très gros point. Je gagnais déjà ma vie. Donc c'était du secondaire complet. Donc du coup, je n'ai pas besoin pour manger quoi, ou pour partir en vacances. C'était du secondaire. Et ça aide, n'empêche, psychologiquement. Aujourd'hui, quelqu'un qui va arrêter son boulot, qui se dit moi j'ai 10 mois de chômage, pendant 10 mois, il faut que je sache trader pour gagner ma vie. Grosse pression. Et celle-là, il ne va pas la boire. Ça va être violent. Donc ça, c'est vrai que ça va être très dur à gérer. Et donc moi, j'avais déjà pas ça. Et donc c'est quand même une chance quand on arrive un peu plus en détente, qu'on puisse prendre son temps, qu'on puisse bien se former. C'est quand même très important. Si on arrive à l'arrache parce qu'on a vu 4 vidéos et 5 TikTok, on est mort. Là, c'est tout de suite, obligatoire. Le capital, c'est poubelle. Ouvre ta poubelle, mets-les dedans. Ça fera un plaisir à quelqu'un. C'est obligatoirement cramé. Obligé. Donc, il faut avoir le temps de se former. Il faut y mettre du sérieux.
faut travailler sur soi-même, parce que même si on est très doué techniquement, si psychologiquement on est faible, ça ira pas. Parce qu'à un moment donné, on va s'envoyer en l'air, on va tilter, on va tout mettre, on va pas accepter d'avoir perdu, pas accepter d'avoir eu tort. Ça le fera pas. Donc c'est cette gestion complète des deux éléments, la technique plus la psycho, qu'il faut réunir, et ça met du temps. C'est pas un claquement de doigts. C'est pas possible. Donc c'est très très important de se former. Moi, j'ai pu prendre mon temps de me former tranquillement. Alors combien ça a pris de temps? Sincèrement, ça a pris... je suis assez autodidacte, donc quand je me mets dans quelque chose, je le saigne, franchement. Ok. Ça a mis une petite année. Je suis parti en vacances, je m'en souviens, à Zanzibar. D'ailleurs, excellentes vacances. Je suis parti à Zanzibar, et avant de partir, j'ai acheté le livre « L'art du trading » de Tammy Cabage. Et je me le suis avalé à Zanzibar pendant les 15 jours de vacances. En fait, à Zanzibar, il n'y a rien à faire à part bronzer et puis se promener. Mais je me suis donc avalé le bouquin. En plus, j'y avais été avec madame, donc voilà, forcément, tu ne fais pas des trucs de fou. Donc je me suis avalé le bouquin. Donc, déjà, ça m'a permis d'avoir quand même une grosse partie technique. C'est quand même un bouquin assez détaillé, hein, c'est pas un mauvais bouquin. Ça a commencé comme ça. Les vidéos YouTube, un peu d'Internet, un peu de recherche. Et la formation avec Romain qui m'a permis de passer là vraiment l'étape suivante et de rentrer plus dans le sujet, la profondeur et de suivre les lives, ces choses-là en direct. Ok. Aujourd'hui, tu n'es plus trader. Aujourd'hui, tu ne trades plus. Non, plus trop. Effectivement. Et d'ailleurs, je fais penser, mais ça me manque. Et j'aimerais bien redémarrer cette année. Ok, le mentorat ouvre bientôt ses portes. Je te coupe une seconde dans cette vidéo pour te dire que le mentorship réouvrira bientôt ses portes. Je prends que 5 personnes uniquement, les plus sérieux, motivés et ambitieux pour les emmener vers un trading de performance. Je te donne rendez-vous juste après cette vidéo sur www.thefrenchtrader.com. À tout de suite dans le bon sens de la tendance. Retour à la vidéo. Ça me manque vraiment, je te jure. Okay. Et en plus, tous les mois, j'ai une piqûre de rappel. Moi, j'analyse sur ProRealTime avec Interactive Broker. Okay. Et donc, je fais tout sur PRT. Et je vois passer l'abonnement tous les mois. Okay. Parce que vu que je ne trade plus, il y a les frais compensent l'abonnement. Et là, vu que je ne trade plus, je paye l'abonnement plein pot. Et pendant cette période où tu as été trader, déjà, est-ce que tu as été rentable? Ouais. Ouais, tu as été rentable. Et ça a duré combien de temps, cette période de trading? 3 ans. 3 ans. Avec quelques pauses. Avec quelques pauses. Alors, pourquoi les pauses et pourquoi tu as arrêté? Les pauses ont été liées par l'activité. Le business, quand c'est devenu très très compliqué et très dur niveau timing, dû faire des sacrifices. Le trading, ça reste quand même une activité alone, quoi. Enfin, c'est un truc qu'on fait tout seul de son côté. Mais j'avais quand même des salariés dans mes boutiques. Des gens qui vivaient grâce à moi. Leur famille, donc je me devais forcément plus de concentration dans mes business physiques pour ces gens-là qui me faisaient confiance que moi tout seul avec mon trading. Donc j'ai dû faire des pauses pour aller bosser physiquement dans les business et y consacrer plus de temps. Donc forcément à un moment donné tout colle pas et j'ai dû faire un sacrifice qui était le trading. J'ai fait des petites pauses d'1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, un peu en vrac et à chaque fois reprise parce que ça me manquait. Comme je le dis aujourd'hui, ça me manque. Vraiment. Ok. Et donc, pourquoi donc aujourd'hui, tu as arrêté justement pour ça, toujours? Alors, j'ai pour un peu plus que ça. Là, c'est un peu différent. J'ai arrêté parce que, en fait, j'ai eu une année, une très grosse année, personnelle, professionnelle. J'ai réorienté mes business. Comme j'ai dit, vendu mes restaurants. J'ai racheté une deuxième boîte de nuit. Aujourd'hui, c'est cette partie-là sur mes métiers physiques que je gère presque plus. C'est mes directeurs qui gèrent. Je me suis lancé sur d'autres activités, We Get Funded, puis d'autres projets en ligne. Donc, ces changements de vie et de travail ont fait que niveau timing, déjà, c'était un peu compliqué. Ma vie personnelle, je me suis séparé aussi récemment, il n'y a pas très longtemps. Tout ça, on fait qu'à un moment donné, on ne peut pas tout faire. On doit faire des choix. Et c'est vrai que, par contre, moi, quand je me mets dans une activité ou que je vais quelque part, c'est pour le faire à fond. Et c'est pour parfait. Donc j'ai encore une histoire de choix. Et là, c'est plutôt une histoire faut que je rééquilibre un peu, moi, ma vie perso, ma vie business. C'est une année qui est top important pour moi, cette année. Et une fois que ce sera bien rééquilibré, j'aurai trouvé le bon timing, je pourrais me remettre au trading parce que ça me manque vraiment. Et là, aujourd'hui, comme tu le sais, je suis arrivé à Dubaï, emménagement, plus mon chez-moi, la France.
Bon, toutes ces choses-là font qu'à un moment donné, tu te retrouves un peu le cul entre deux chaises, quoi. Un petit peu la France, un petit peu Dubaï, un peu les autres pays, un peu ce métier-là, un peu ce métier-là, un peu ce métier-là. Bon, c'est vite très compliqué, quoi. Et en plus, moi, j'aime bien trader à l'aise, ça paraît bête, mais je trade pas sur mon téléphone, je sais pas faire ça. Donc, il me faut un bureau, mes écrans, je puisse me poser, être concentré et pouvoir trader, quoi. Donc, c'est vrai que c'est vite compliqué. Quand je vais pas trimballer mes PC, mes trucs, mais voilà. Donc, Et quand tu tradais, tu étais tu tradais en réel, tu tradais en prop firm, tu tradais comment? non, je tradais en réel, futur et indice US majoritairement. Petit peu le DAX, Ok. légèrement, Ok. très léger. Presque pas de Forex, presque pas de commodities et un petit peu de crypto quand même. Je fais partie de... Alors, en parlant de crypto aujourd'hui, puisque c'est un peu le sujet du moment, le bull run a débuté. Est-ce que tu peux nous parler peut-être déjà de tes investissements crypto? Qu'est-ce que tu as toi dans le wallet? J'ai pas mal de beaux projets que je peux citer. Hein. Tu veux que je sorte mon téléphone? Allez, sors le téléphone. Il est juste là-bas, si on Sors peut le me lancer téléphone. mon téléphone juste là, à côté de ma magnifique casquette. Regarde, ça part. Magnifique. Alors, fais-nous le détail un petit peu du wallet. Je cache quand même parce que Et montre-nous tout ce si qu'on je a montre raté. mon code et mon 2FA, il va y avoir une problématique. Donc j'ai du CRO de chez crypto.com, D'accord. une plateforme que j'utilise, du Solana auquel je crois beaucoup, donc pas mal. Solana, un pump incroyable. Ouais, bien. Alors aujourd'hui, là, je vous l'avoue, je viens d'ouvrir l'application, ça va beaucoup moins bien. Mais bon, c'est comme ça. À deux doigts de demander des mouchoirs. Mais bon, on va pas oublier qu'il y a eu des très belles semaines et depuis quelques mois, ça a quand même bumpé beaucoup. Mais c'est vrai que quand on ouvre, là, je vois que tu rouges. Ça fait mal. Ensuite, donc j'ai une petite émotion là en lançant les noms. Je vais pas mentir. Ensuite, du Gala, Du Gala, ok. du Ronin, du Ronder, du Fantôme, du Cosmos, Atome. Ok, donc on est beaucoup sur les altes en fait. Hein. Ouais. Alors, je pense qu'il faut avoir du Bitcoin, de l'Ethereum. Voilà, c'est des très gros projets. C'est eux qui font quand même suivre le marché. Mais je pense que c'est beaucoup plus compliqué de faire un x10 aujourd'hui sur le Bitcoin que sur un alt. Voilà. Ça, c'est sûr. Mais beaucoup moins risqué. Mais peut-être. beaucoup moins risqué. Donc, c'est deux strates différentes. Aujourd'hui, je trouve qu'en bull run, pour moi, c'est plus intéressant d'avoir des altcoins parce qu'on peut perfer beaucoup plus. Et une fois que ce bull run sera fini, effectivement, là, ça vaut le coup d'être sur du Bitcoin, sur de l'Ethereum, parce que là, c'est beaucoup moins risqué. Alors, moi, j'ai une question pour toi, puisque là, tu es full altcoin. Donc, tu n'as pas d'Ether, pas de Bitcoin. Si, quand même un petit peu. Combien? Alors, tu peux réouvrir pour vérifier. Tu peux réouvrir. Alors, c'est pas que je le fais par timidité ou autre, hein, de ne pas donner les montants. Ah, t'es un peu timide là, je trouve. C'est que je suis résident fiscal français. Ah, tu es résident fiscal français. Et parce que c'est un choix. Hein, en revenant à Dubaï, j'ai pas pris ma résidence fiscale à Dubaï. Alors, je vais te poser la question différemment. Alors, donc, voilà. si il y a quelques temps, j'aurais dû investir une certaine somme dans les cryptos, tu m'aurais dit d'acheter combien de Bitcoin? En fait, moi, je t'aurais conseillé de faire un petit peu de DCA depuis sûrement très longtemps. DCA, ok. Faut se rappeler que en mars 2020 ou 2021, début Covid, je crois que c'est 2020, le Bitcoin a quand même frôlé les $3800. C'était sûrement un moment pour aller recharger, parce que c'est quand même pas très cher. Mm-hmm. Et après, pourquoi pas continuer. Moi, c'est ce que j'aurais conseillé à quelqu'un qui me demande, en tout cas, c'est d'acheter régulièrement. Mais tu m'aurais conseillé de mettre combien dans le Bitcoin? Non, mais c'est compliqué à dire, mais d'en acheter un peu. Ok. Ça paraît bien, je pense. Et dans l'Ether? Dans l'Ether... au moins un stack. Tu m'aurais dit de prendre au moins un stack. Ouais, non, mais c'était deux projets. Je mets des pincettes, hein, parce que si on remonte il y a 2-3 ans, l'Ether avait quand même une grosse disproportion comparée au Bitcoin, en termes d'image, de valeur. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est vrai que l'Ethereum, c'est devenu quand même très, très costaud, presque similaire à du Bitcoin, quoi. Donc moi, à l'époque, c'est vrai que j'ai plutôt acheté du Bitcoin que de l'Ethereum. D'accord. Okay. Et aujourd'hui, je serais peut-être l'inverse. T'achèterais plus de l'Ether? Ouais, parce que toi, tu cherches les multiplicateurs. Oui, je cherche la perf. Et je suis quelqu'un, comme j'ai dit, je suis pas scary money. Ça me dérange pas trop de prendre du risque parce qu'il faut se rappeler, je le ferai peut-être pas avec mon trading, par exemple.
Mais sur de la crypto-monnaie, on est déjà dans du risque, de base. Donc, prendre du risque avec le risque, ça ne me dérange pas. Question très importante, parce qu'en crypto, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent acheter Merci crypto, d'ailleurs machin. pour la future perquisition que je vais avoir avec le fisc. Je te remercie, je t'enverrai la facture. Je t'enverrai l'avocat. Quelle est ta stratégie de sortie? Quelle est ta stratégie? Quand est-ce que tu sors? Parce que c'est bien beau de dire, ouais, j'ai acheté ci, j'ai acheté ça, machin. Mais c'est quoi ta stratégie de sortie? Quand est-ce que tu sors? Parce que moi, j'ai des aficionados dans mon entourage qui, eux, c'est jusqu'à la mort, ils tiendront. Non. Ok, il y en a d'autres, c'est pas ça. Donc, Ouais. à toi, Valentin, quelle est ta stratégie de sortie sur les cryptos? Je pense que, en tout cas, moi perso, moi je vais sortir un 10-20% dès qu'on va passer des multiplicateurs. Parce que c'est bien beau d'avoir des crypto-monnaies et que ça perf. Si c'est pour les regarder sur un wallet, je vois pas trop l'utilité, quoi. Faut savoir que ça va très vite et que moi perso j'achète pas non plus que par amour des projets, de la crypto-monnaie, de la blockchain, de ce système de fou malade. Je me paluche pas là-dessus, quoi. Comme je me paluche pas devant des bougies. Je le fais pour une histoire de perf, donc à un moment donné faut encaisser. J'ai déjà encaissé quand il y a eu le gros pump de septembre, octobre, novembre, décembre, j'ai déjà encaissé une partie. Combien? Donne-nous des chiffres, Valentin. On veut des chiffres, nous. Non, j'ai dû encaisser 20 points, 20%. 20% d'un capital de combien, Valentin? Non, c'est toujours très compliqué, mais de pas beaucoup. D'un capital à 5 chiffres, d'un capital à 6 chiffres. Toi, tu veux que j'ai des ennuis, en fait. Hein. Tu veux que je ne rentre plus chez moi? Non, c'est une discussion ouverte. Tu me donnes pas de chiffres, je demande juste 6 chiffres, 5 chiffres. Non, oui, il y a un peu de chiffres. Donc, j'ai encaissé 20 points. Et je pense réencaisser, effectivement. J'ai hésité, par exemple, il y a une petite semaine, à encaisser un 10-15%. Ouais, qui n'aurait pas été idiot, hein, puisque là, quand on voit la petite chute qu'il y a eu, notamment sur Ether. Carrément. Et par manque de temps, sur un nouveau projet qui se lance, donc il prend un petit peu de temps, ce qui est très bête, j'ai pas pris le temps de le faire en me disant, voilà, bon, grosse erreur. Mais je le referai, je pense, quand on sera retrouvé les prix d'il y a une petite semaine. Je pense ressortir un 10%. Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, Valentin, on peut dire que tu es millionnaire? Ah ouais, tu veux que je me mette dans des salades? Je veux que tu nous dises la vérité sur ce podcast. Non, mais alors, ça dépend comment on le voit. J'ai la chance d'avoir des entreprises valorisées physiquement. J'ai des entreprises... Je parle de tes assets. Hein. C'est des assets. Oui. C'est des assets. Je ne parle pas forcément de ce qu'il y a sur le compte en banque. Je l'explique aux gens parce qu'il y a aussi des amateurs qui peuvent nous regarder, qui n'ont jamais ou qui connaissent pas trop. Je suis propriétaire en France. Tu es propriétaire de quoi? D'une maison qui est... Non. J'ai plutôt une belle maison en France. Non, la qualification n'est pas bonne. Vous êtes propriétaire de quoi, Valentin? Un petit château. Mais tout petit. D'un petit château. Les gens ils vont s'imaginer un Versailles, pas du tout. C'est un petit château mignon que j'ai retapé, qui est sympa, avec aussi des dépendances en gîte. Voilà, mais c'est un petit château. T'as des écuyers? Je n'ai pas d'écuyer. Avant, j'avais des chevaux. Très bien. Et ils sont partis où, les chevaux? Sous le capot? Tu roules en quoi? Ah ouais, Non, ils sont partis en pension à cause de la séparation. C'était pas possible pour moi de garder les chevaux et d'en occuper. Très bien, retournons oui, à nos moutons. Donc j'ai la chance d'avoir une belle maison en France et mes activités et tout ça. Donc oui, effectivement, si on prend l'asset et donc les valeurs, je peux me considérer comme millionnaire, oui. Ok, super. En tout cas, félicitations à toi, puisque depuis 19 ans, quand même, il y a du charbon. Hein, c'est pas volé, tu as pris des risques que personne n'ont pris, que beaucoup n'auraient pas eu le courage de prendre. Et aujourd'hui, ça paye. Ok, et c'est ça aussi le message qu'on veut transmettre. C'est no risk, no story, hein, c'est vrai. Qu'on dit souvent. Voilà, donc félicitations à toi déjà pour ça. Revenons un petit peu maintenant à la partie trading, puisqu'on a vu que tu étais trader, que ça t'avait quand même réussi, mais que par loyauté, fidélité envers ceux que tu avais engagés dans tes business, que tu ne pouvais pas laisser tomber, tu as dû te mettre par parcimonie entre le trading et tes business jusqu'à aller finalement faire ce choix de te concentrer sur les business par rapport aux gens qui étaient impliqués dedans. Et ça, c'est tout à ton honneur.
À quel moment cette idée de We Get Funded arrive sur la table? En fait, il y a un peu plus d'un an maintenant, on se rend compte, donc, gros succès des prop firmes. On entend parler, gros développement. Effectivement, c'est un game changer dans le monde du trading. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un qui n'a pas de capital, il peut gagner de l'argent. Parce que s'il est bon, il sera financé et il fera des retraits. C'est quand même un changement de fou. Ouais, parce dans qu'il y en l'industrie du a trading. encore beaucoup qui pensent que moi, je ne me lance pas dans le trading parce que de toute façon, je n'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a une solution à ça Tout à fait. qui s'appelle les prop firmes. Ouais, parce que c'est vrai qu'il faut le rappeler, je ne suis pas adepte du mensonge, donc c'est vrai qu'avec 1 000 €, on va pas devenir millionnaire. Ça n'existe pas dans le trading. Voilà, ça existe que sur TikTok, mais pas dans le trading. Donc ça demande des fonds pour trader, parce que le but c'est d'aller chercher de la perf en pourcentage ou en ratio, ou comme chacun. Voilà. Donc il faut forcément un fonds de départ. Et aujourd'hui, les prop firmes, ils ont permis d'aller chercher ces fonds-là. Ce qui est quand même ce qui est top et oufissime. On a remarqué qu'il y avait beaucoup de prop firmes, alors américaines, une très grosse européenne, mais la plupart américaines. Et on a quand même en France un marché du trading qui est quand même assez conséquent, avec des gens qui sont passionnés, que ce soit en France, en Europe, mais je pense qu'il y avait moyen d'aller chercher quelque chose dans le francophone. Et effectivement, avec 2 amis, on a réfléchi à comment on pouvait aller sur ce marché-là, et dont l'idée de We Get Funded, en disant mais il faut qu'on crée une propre firme francophone, créée par des traders pour les traders, d'où les 20% qui a été fait en vente NFT avec les 200 000 $ qui sont que des traders. D'accord, donc ça, on revient juste 2 secondes dessus. Tu as fait une levée de fonds donc de 200 000 $ via la vente de NFT. Tout à fait. Il y avait combien de NFT? Il y avait, je vais peut-être dire une bêtise, mais à peu près 70-80. 70-80. Ouais. Et 80 NFT qui ont été donc toutes sold out en 24 heures. 24 heures. Et à quoi alors, pour comprendre, parce que les prop firmes, c'est encore un univers assez opaque. Personne ne sait trop comment ça marche, comment on crée une prop firme, etc. Machin. Et à quoi t'ont servi ces 200 000? Donc, tu as investi dans quoi ces 200 000? Nous, on en a servi, on en avait besoin pour toute la partie communication, marketing. D'accord. Tout le reste était déjà financé par nous-mêmes. Et, combien ça coûte à faire une prop firme? Alors, ça dépend. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui font des marques blanches. Donc, très rapide, ils prennent des marques blanches qui existent déjà, ils rebrandent et c'est terminé. Ok, donc il y a un système de template, entre guillemets, voilà, de prop firme. Ça existe. Mais du coup, on ne la contrôle pas vraiment, on ne décide pas de tout. Nous, ce n'est pas ce qu'on voulait faire. D'accord. On voulait faire une prop firme. Est-ce que c'est un genre, j'essaie juste de comprendre, est-ce que c'est un genre de franchise que tu peux rebrander, par exemple un McDonald's où on te dit moi je te fournis toute l'opération de McDo, mais par contre après tu l'appelles McDal si tu veux. Voilà, ok, donc ça existe, même chose existe pour les prop firmes. C'est ça. Donc si tu veux, de moins en moins, mais ça existe. Donc si tu veux, tu as des modèles préfaits que tu peux utiliser, mais par contre tu dépends de qui quand c'est comme ça? De la vraie prop firme derrière, ou du groupe qui décide, ceux qui vont s'occuper de la couverture des clients, du système, c'est eux qui ont les abonnements, les flux. Ce qui n'est pas le cas de We Get Funded. Non, nous on est tout indépendants. On a fait le choix de travailler avec un fournisseur de liquidité, donc les flux, les graphiques, de travailler avec une plateforme. CTrader, par exemple, on a beaucoup eu au départ pas mal de personnes qui disent non, il faut prendre MetaTrader. J'ai un petit exemple parce que ça me vient en tête. Il faut travailler avec MetaTrader, tout le monde veut du MetaTrader. Qui aujourd'hui se fait qu'on squeezait presque toutes les prop firmes, d'ailleurs, qui ne travaillent plus avec les prop firmes. Donc, très bon choix, mais on s'en doutait. Aujourd'hui, on a pris ce choix de travailler avec CTrader, pas MetaTrader, parce que tout simplement, sur MetaTrader, admettons, on aurait pris un abonnement chez MetaTrader. On peut aller spiker les gens. On peut aller bouger les flux. On peut aller faire la chasse au SL. Ça veut dire, alors spiker les gens, c'est, tu viens de le dire, faire la chasse au SL, ok? C'est-à-dire que concrètement, un SL qui ne devrait pas être déclenché se fait bizarrement déclencher pour annuler une position et finir en perte. En fait, ils ont les stats disant, vous avez 30 clients ou 20% des SL qui sont placés ici. D'accord. Donc ils ont l'information. Si ça vient toucher ici, c'est gagné. En clair. D'accord. Donc ils font en sorte que le prix aille toucher ici par une mèche de l'espace pour encaisser tout simplement. C'est ça. Qu'est-ce qui différencie aujourd'hui We Get Funded de ces propres firmes-là? Nous, ça, c'est impossible. Chez CTrader, on ne peut pas impacter les cours. On a donc un marchand de liquidité parce qu'on a voulu les cotations en futur, ce qu'on trouve quand même très très bien, tout simplement parce qu'elle colle aux analyses. Je répète, et ça me paraît logique, mais je dis faut analyser.
les futurs, et on n'analyse pas des CFD. Donc ça colle aux analyses des gens. Ils n'ont pas besoin d'aller faire là, il y a 18 points de différence, 32, des maths pendant 15 ans. Donc on voulait des cotations futures. Alors, explique pour l'audience, pour Oui. ceux qui nous rejoignent, s'il te plaît, quelle est la différence entre un CFD et une future. Le futur, c'est donc le vrai marché, en clair, le vrai marché boursier, les vraies cotations de ce qui se passe selon ce qu'on trade, hein, par exemple le Dow Jones aux US, ces choses-là. Donc c'est le vrai marché, celui qui existe vraiment. Et ensuite, il y a les CFD, qui sont, j'explique très grossièrement, mais qui sont un copie du marché, donc on les met en face, ça se ressemble grosso modo, mais qui n'ont pas les mêmes cotations, parce que c'est un produit dérivé qui en fait copie le vrai marché, et ça permet de pouvoir faire de l'effet de levier que si on veut, ça permet un petit peu toutes ces choses-là. C'est pour ça qu'il y a aussi des gens qui peuvent trader le Dow Jones avec $1000, alors que sinon ça n'existe pas, c'est pas possible. Donc voilà, par exemple, c'est un exemple. Moi, je trade personnellement les futurs. Ça me demande de la vraie marge. C'est-à-dire quand je rentre un contrat, par exemple, à 5 € sur le Dow Jones, ça va me demander 15, 18, 19 000 euros de marge. Donc voilà, c'est ça la différence. Alors que je vais aller, je ne sais pas, sur n'importe quel broker CFD, je dépose 500 balles, je peux trader. Quoi la différence? Grosso modo, expliquer très grossièrement pour que les gens comprennent. Donc nous, on voulait que ça soit les cotations du futur, donc les mêmes cotations que la bourse réelle, quoi. Et qu'on ne puisse jamais impacter les cours. Ce qui est le cas avec ces traders. On ne peut pas, on a l'interface des gens, donc on voit leur trade, ça nous permet de faire le SAV. Désolé, j'ai pris une trade pendant une news, je n'avais pas vu, est-ce que vous pouvez m'annuler le trade? On va pouvoir l'annuler. Mais par contre, on ne pourra à aucun moment impacter le marché. Ce qui est pour nous un symbole de sincérité et de bienveillance pour les gens. Et ça, pour nous, ça comptait. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ce choix il y a 8 mois, en disant on travaillera avec ces traders et pas MetaTrader. Il faut savoir que ça nous a fait perdre des clients quand même, parce que beaucoup à MetaTrader, c'est très simple. Voilà, ils auraient voulu aller chez nous, mais s'il y avait MetaTrader, on ne le proposait pas. Finalement, c'était un pari gagnant. Aujourd'hui, la plupart des propres firmes se font arracher de chez MetaTrader. Donc finalement, pari gagnant. Mais voilà ce choix-là. Ensuite, on a voulu rajouter, pour nous qu'il n'y avait pas dans les autres propres firmes, c'est une touche humaine de trader. Quand on parle d'un SAV chez les grosses autres propres firmes, on parle d'un SAV de quelqu'un qui a, franchement, la plupart du temps, qui n'a jamais tradé de sa vie. Qui a des consignes, c'est oui, c'est non, réglé, terminé, on rentre dans les cases, pas dans les cases. Nous, on trouvait ça dommage de faire ça. C'est-à-dire qu'on voulait un support qui trade tous les jours, qui est en même temps que faire le support chez We Get Funded, il puisse trader. Et qui est le même langage que les gens, la même compréhension, le même stress, la même prise de risque, la même adrénaline, et qui puisse simplement se rendre compte de ce que les gens vivent. Et ça, pour nous, c'était important. Donc, on a fait ce choix-là, et comme le choix d'exemple, quand quelqu'un réussit son challenge, de le passer en comité, et de ne pas le faire avec un robot. T'as respecté, t'as pas respecté, au revoir, merci. Non, on regarde le trade record, et si effectivement, il a fait une erreur ou deux, on explique, attention, quand tu vas être financé, tu n'auras pas le droit à l'erreur, parce que là, tu passes chez nous dans un système de couverture, donc tu n'auras pas le droit à l'erreur, on accepte ton challenge, mais attention, tu as fait ça et ça qui ne vont pas. Et on le dit assez crûment, c'est-à-dire qu'on ne fait pas un mail copier-coller, un mail générique qui part tout seul. Ils reçoivent un mail générique qui part tout seul, disant félicitations, ça déclenche chez nous l'analyse, et après on analyse, on revient vers eux, et là on fait un mail personnalisé. Attention, ton trade numéro 34, un peu tendu, enfin voilà, ces choses-là. Et on répond aux gens de cette façon-là. Et on n'a pas non plus de problématique. Alors, on n'est personne pour juger, mais moi, ça m'est déjà arrivé d'appeler des gens au téléphone même, qui n'étaient pas d'accord avec des choses quand même qui étaient évidentes et logiques, et de dire, mais ça existe pour cette raison-là. Donc, vous avez quand même une belle proximité avec votre audience. Ouais. Moi, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de savoir, quand on lance ce projet de propre firme française, parce qu'en plus de ça, tu n'étais pas un trader de propre firme, ok. Quand on lance cette première française et qu'on rentre sur le marché de FTMO, on rentre sur le marché de Topstep, on rentre sur le marché de tout ça, comment on se comporte, comment ça se passe, quelle est la position stratégique à adopter par rapport à ça? Alors, nous effectivement, de par ces gros mastodontes que tu as cités, en fait, on va plutôt aller chercher les miettes de ces gens-là, et on va aussi aller chercher, en tout cas, nous, c'est le cas et c'est ce qu'on veut, une évolution constante. C'est-à-dire qu'on ouvre en août,
pas faire août-septembre 3000 utilisateurs. On va pas pouvoir le gérer parce qu'il faut se staffer, vu qu'on fait du sur-mesure et de l'humain. Et il y a combien d'utilisateurs aujourd'hui? Aujourd'hui, We Get Funded, en utilisateur, alors quand on dit utilisateur, on parle de quoi? Des gens à l'instant T qui tradent à Des l'instant gens T. qui ont acheté un challenge. Combien de personnes ont acheté un challenge? Il y a un peu de monde, effectivement. Alors c'est pareil, c'est des données que je peux pas donner, mais non, il y a de l'utilisateur. Alors, quelles sont les données que tu peux donner sur We Get Funded? Aujourd'hui, on a un Discord avec plus de 1200 personnes, communauté de traders. On a beaucoup de personnes qui tradent, qui sont encore en challenge, qui tradent chez nous tous les jours. En fait, nous, on va chercher un petit peu la réussite et la marque française, c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais faire les chiffres d'un Américain, de par la population, déjà, qui est moins grande. Mais ce qu'on veut, c'est d'aller chercher des clients petit à petit. Ça nous permet de se staffer, d'améliorer nos services petit à petit, parce qu'il y a plein de règles qu'on a changées au fur et à mesure, qui vont dans le sens des clients, mais qu'on peut changer petit à petit. Donc c'est adaptatif. Ben oui, c'est adaptatif. Évolutif. Et pour ça, il nous faut de l'analyse. On veut grandir tout doucement. Là, on attaque maintenant, là, très récemment, depuis une semaine, un peu le marché anglophone sur les Big Five, parce qu'on se rend compte quand même que y a sûrement des gens qui seraient contents de We Get Funded et de notre façon de travailler. Ça demande de se staffer, ça demande de prendre quelqu'un au support qui parle anglais, ça demande de changer un petit peu les horaires support, d'aller chercher tout ça. Donc voilà, donc ça se fait pas d'un coup. Le but, c'est pas de faire une propre firme qui va durer 1 an, de prendre les sous et de dire merci. Non, c'est de s'inscrire dans le paysage. En parlant de prendre les sous, ouais. parce que ça, tout le monde se pose la question, et moi j'aimerais bien que tu répondes, comment vous rémunérez en tant que propre firme? Nous, on a 2 façons de se rémunérer, qui est très simple. Sur les challenges des gens qui s'achètent, et ensuite sur la couverture. C'est-à-dire quelqu'un qui réussit un challenge, en fait, il y a très peu de solutions, il y a 3 cas. Il y a le profil très sérieux, le trader très sérieux. Ce gars-là, on va le couvrir à 100%, peut-être même à 110, 120, 130, 150%. Donc en fait, il va presque travailler pour nous, parce qu'ensuite, on fait un split des profits. Quel est le split? 80-20, et on a une option 90-10. Ok. Et on travaille pour les gens les plus sérieux. En ce moment, on essaie de trouver une autre offre sur du 100%. Et donc, dans ces cas-là, il faut que nous, on se rémunère autrement. C'est-à-dire qu'il faut qu'on augmente notre couverture. Donc, on va le faire adaptatif. C'est en cours de recherche. Ça va nous permettre de dire, cette personne-là, mettons, elle a gagné 10 000. On lui en donne 8. Nous, on en a gagné 2. Et si on la couvre un peu plus fort que 100%, on va gagner plus. Ok. Par exemple. Ensuite, on a le cas de la personne, alors c'est pas méchant quand je dis ça, mais qui a chaté son challenge, quoi. Ça se voit très vite. C'est aussi le fait de l'avantage d'être des traders et d'analyser des traders. Quand on garde le trade record, on comprend vite si c'est un peu de la chatte ou s'il y a une vraie technique et du vrai sérieux. Bon, il y a des gens qui les chatent. D'ailleurs, à surprise, il y a des gens qui font les challenges de façon très agressive et qu'une fois qu'ils sont financés, ne sont plus les mêmes. C'est beaucoup plus sérieux, avec une vraie strat. Donc, parce que le but, c'est de passer le challenge. Voilà, bien sûr. C'est ce que je dis à chaque fois. On est là pour... Tant que vous êtes en challenge, vous faites de la démo. Vous ne gagnez pas d'argent, vous ne perdez pas d'argent. Et si vous perdez le challenge, vous n'avez perdu que le prix du challenge. Donc, ça justifie d'être un peu plus agressif. Exactement. Donc c'est vrai que nous, on le fait gaffe aussi dans notre analyse. C'est-à-dire que quelqu'un qui, on va juger un peu agressif ou pour nous, qui l'a chaté, on ne va pas le couvrir à 100%. Mais on va réadapter. Si on se rend compte au bout d'une semaine, 2 semaines, que c'est plus la même strat d'adapter, qu'on est sur quelque chose de très sérieux maintenant qu'il est financé, on va pouvoir réadapter tout simplement notre couverture. Okay. Donc voilà comment on gagne notre vie, grosso modo. Une propre firme gagne sa vie comme ça, sur la couverture des gens et sur les challenges. Alors, qu'est-ce que tu as à dire aux gens, la globalité des gens, parce que tout le monde pense à peu près ça, aux gens qui disent que les propres firmes, c'est un business model qui est basé sur la perte des gens, que vous vous rémunérez sur la perte des gens? Alors, c'est-à-dire que si on doit prendre un business plan, grosso modo, effectivement, on se rémunère sur les challenges. Donc, effectivement, si la personne le perd, on a gagné le coup du challenge. Mais si la personne le réussit, on va aussi gagner sur la couverture, bien plus que sur le prix du challenge. Donc en fait, c'est pas vrai. Les gens, ils disent ça tout simplement parce que les stats, c'est les stats, et qu'il y a plus de gens qui échouent qu'ils réussissent. Bon, ça, on n'y peut rien. Je vois, nous, tous les jours, on essaie de faire de la bienveillance. Je pourrais très bien dire, je ne vais pas parler DSL, pas parler de tout ça, parce que finalement, si on gagnait que notre vie,
sur les gens qui crament leur compte, on ne serait pas obligé de leur expliquer comment il ne faut pas cramer le compte. On leur expliquerait comment être agressif en challenge. Voilà, donc chez nous, ce n'est pas le but, ça. Et donc, on gagne notre vie des deux façons. Et c'est vrai, quand les gens disent « oui, vous gagnez de l'argent sur les challenges », bah oui, on vend des challenges, donc on gagne de l'argent quand on vend des challenges, ce n'est pas une surprise. Mais on gagne plus d'argent sur la couverture. Donc, ce qui est reproché aussi au challenge, c'est que quand ils mettent des challenges de plus en plus attrayants au niveau du prix, maintenant il n'y a plus de limite de temps. Oui, tout à fait. Ça, c'est une donnée qui est très importante, parce qu'avant, vous aviez à peu près 30 jours pour passer un challenge. Donc, avant, l'excuse, c'était « ouais, mais j'avais 30 jours, donc j'ai pris un gros trade pour que ça passe. » Voilà. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que même sans limite de temps, eh bien, finalement, il y a toujours ce problème de perdant. Les gens, aujourd'hui, qui est de limite de temps ou pas de limite de temps, ça change rien. Ils veulent aller vite. On en a, il les passe en 5-6 jours, terminé, plié. Il y a très peu de monde qui prend son temps pour le challenge. C'est pas une critique, hein, je peux le comprendre, ça reste un challenge, les gens sont un peu plus agressifs, ils partent du principe que c'est pas très cher, donc pourquoi pas en faire 2-3 pour en réussir un et y aller un peu plus agressif. Mais en fait, ce changement de il y avait un temps, il n'y en a plus, ça n'a pas changé grand-chose. Alors que c'est dommage. Parce que ce serait bien de prendre son temps, mais je pense que c'est compliqué pour les gens de passer un challenge en démo sans gagner vraiment d'argent pendant 2 mois, 3 mois. C'est dur mentalement. Alors, je sais que FTMO, par exemple, pour parler de cette pro-firme-là, qui est quand même le flagship, le flagship de cette industrie, publie chaque année les chiffres de FTMO, des gagnants, des perdants, de combien ils ont encaissé, etc., etc. Quels sont ceux de We Get Funded? Qu'est-ce que tu peux nous dire de ceux de We Get Funded? Il y a combien de pourcentage de gagnants, combien de pourcentage de perdants, combien vous avez généré sur une année, sur quelques mois, etc. Qu'est-ce que tu as le droit de me dire? Ouais, on n'a pas fini l'année, donc on va tirer les grosses conclusions à notre fin d'année. Toujours, nous, en gros développement, en clair. Hein, donc c'est un peu différent. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, la stat est vraie. Il y a quand même un peu plus de 90% de perdants. D'accord. Voilà. Donc cette stat-là, même toi dans ton business, ça se vérifie. Ce que tout le monde entend, des traders, 90% de FTMO, 90%. Même toi, tu vérifies ces stats-là à travers son business. Donc c'est bel et bien 90%. C'est bel et bien vrai. Et ensuite, on se rend compte dans les 90%, d'ailleurs, petite information, que ça peut aider les gens, c'est top, que c'est beaucoup la deuxième étape qui est compliquée. Alors que c'est censé être la plus facile. Et je ne sais pas pourquoi, la pression, je pense que là, on y revient à cette fameuse psychologie, ils s'en vont en l'air sur la deuxième étape. D'accord. Aujourd'hui, quel conseil t'aurais à donner à quelqu'un qui se lance sur une prop firm We Get Funded? C'est quoi les conseils? Tu leur dirais quoi? Attention, parce que chez nous, il y a cette règle-là. Et moi, si je vous conseille, vu qu'on est quand même une prop firm qui est flexible, à taille humaine, moi, je vous conseillerais de l'envisager de cette manière-là pour avoir le plus de chances de la réussir. Ce qu'il faut, c'est se mettre les consignes dès le départ. C'est-à-dire que si on a un plan de passage de challenge qui dit je vais être un peu plus agressif, je vais peut-être trader à 1%, à 0,50, à 0,80, à 1,50, pourquoi pas, ok. Il faut le faire tout le temps. Phase 1, phase 2. C'est pas je change les pourcentages selon les phases, selon si je gagne, si je perds. Ça ne marche pas ça. Déjà ça, premier conseil, très très important. Ensuite, c'est pas une course contre la montre. Chez nous, on a 5 jours obligatoires de trading. Bon, on en a beaucoup, ils envoient le pâté et puis c'est fini en 5 jours. Bon. En sachant qu'on a une règle de 40% journalier, on ne doit pas faire plus de 40% de l'objectif en journalier. Donc ça oblige à trader 3 jours. Ce que je trouve quand même pas beaucoup, mais voilà. C'est pas le but de le faire en 3 jours. C'est pas du tout ça le but. Et la moyenne des gens qui valident le compte, la moyenne de jours de trading. La moyenne des gens qui valident et qui font un retrait important, c'est des gens qui ont quand même pris leur temps, avec quand même un profil sérieux. On parle de quoi? Prendre son temps, c'est quoi? En jours de trading. Par étape, mini 15 jours. Minimum 15 jours. Mini 2 semaines, donc 10 jours de trading. Mais minimum. Et qui surtout n'ont pas changé de stratégie entre les étapes. Ok. Parce que ça, on le voit beaucoup. Une strat sur l'étape 1, une strat sur l'étape 2. Ça, c'est quand même très compliqué à faire. Et ensuite, autre chose très très importante, et ça, je pense que c'est le plus gros défaut de tout le monde, c'est de ne pas tout trader, quoi. Ouvrir 20 trades dans une journée, moi, je le dis tous les jours, quoi. Toi, tu vois des gens qui ouvrent 20 positions par jour. Même 30, 40. Je demande comment ils font. J'aimerais bien voir à quoi ça ressemble chez eux, quoi. Mais il y a 50 écrans, quoi, avec les 50 trades en même temps.
C'est impossible. On ne peut pas tenir son plan. On ne peut pas avoir un money management sérieux. Et je ne vois pas comment on peut faire l'analyse de 20, 30 assets en même temps. C'est impossible. Puis même psychologiquement, c'est super dur. Déjà, un trade, c'est quand même pas facile. 20 en même temps, on peut que s'envoyer en l'air. Ça, c'est clair et net. C'est pas possible autrement. Donc, c'est de prendre son temps, c'est d'aller à la maîtrise d'un indice, d'une paire de Forex, de 2-3 paires de Forex. Choisir 2-3 éléments où on est confiant, qu'on maîtrise, qu'on regarde tous les jours. Et on a une strat précise qui ne bouge pas. Et une strat précise qui ne bouge pas. Déjà, rien que ça, on va passer à un next step, obligatoirement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait de We Get Funded, par rapport au mastodonte qui est FTMO, une plateforme legit, crédible et fiable? Tout simplement, déjà, nos choix de partenariat, ces traders, sans pouvoir aller chercher... Parce qu'ils ne prennent pas n'importe qui, ces traders, on est d'accord. Ouais, alors déjà, d'une, ils ne prennent pas n'importe qui. De deux, c'est sincèrement une très belle plateforme. Nous, on a un contact en direct avec eux. C'est top. On peut aller donner des vraies remarques. En fait, MetaTrader, par exemple, nous, ce qui nous gênait, MetaTrader, MetaCote, qui est une boîte russe, on se doutait qu'à un moment donné, ça n'allait pas le faire. Ça, d'ailleurs, ne le fait plus avec les clients américains de propre firme. On s'en doutait un peu que ça allait se passer comme ça. La vraie question, c'était quand. Ensuite, il y a des partenaires où on sait très bien que c'est pas top sérieux. On peut toucher au flux. Moi, ça me paraît hallucinant qu'on puisse toucher au flux. Je veux dire, c'est déjà assez dur pour qu'en plus, quelqu'un touche à son flux et vienne déclencher des stop-loss. Donc, il y a cette partie-là. Ensuite, le board. Il n'y a que des traders. Dans les investisseurs, au board, c'est que des traders. 100% de traders. 100%. Donc c'est quand même une grosse force. C'est-à-dire que ce que les gens vivent... Est-ce qu'il y a un système en place de DAO, d'ailleurs? Ouais. On fait... Alors, un DAO, qu'on explique rapidement, un DAO, c'est que le pouvoir, entre guillemets, décisionnel est quand même donné à la communauté. C'est un terme qui vient de la crypto. Donc, le pouvoir décisionnel est donné à la crypto. Aux traders. Ça s'est senti. Je modère mon oui, parce que c'est vrai que c'est plutôt le board qui prend les décisions. Mais par contre, on est très à l'écoute. Dans notre Discord, par exemple, on a une rubrique qui est suggestions, où les gens viennent donner leurs suggestions. On a de cette partie-là. C'est compliqué d'écouter les gens à 100%, parce qu'il y a des rêveurs. Il y a des gens qui aimeraient des choses qui puissent tout simplement pas se faire. On a commencé We Get Funded, par exemple, avec une règle des news de 15 minutes. 15 minutes avant, 15 minutes après. Ce qui est énorme. On va pas se mentir, c'est énorme. On est passé à 10 minutes, très vite. Ce qui était mieux, mais c'est toujours énorme. Et là, depuis 15 jours, on est à 5 minutes. Ce qui est pour moi, là, très très acceptable. C'est-à-dire 5 minutes avant une news, 5 minutes après une news. T'as pas le droit de trader. T'as pas le droit de trader. On a changé notre système de news. Avant, on travaillait avec Investing en partenaire sur le choix des news. On a changé. On travaille maintenant avec Forex Factory sur les news majeures. On les retravaille, nous. C'est-à-dire qu'il y en a qu'on enlève, il y en a qu'on ajoute. Donc, on retravaille un peu le calendrier des news. Vous êtes une équipe de combien à gérer ça? On est alors, l'équipe complète de tout le staff, c'est une bonne 15-20. D'accord. Qui font un peu plein de choses. Et ensuite, sur cette partie-là, décisionnel, trading, technique, les 3-4. D'accord. Et ils sont basés où, ces gens-là? Un peu partout. France, Dubaï, Espagne, Belgique. Ok. Voilà. Merci pour tes réponses, Valentin. Tu sais, cet épisode, c'est un épisode qui est un petit peu spécial puisque je l'ai fait participatif avec ma communauté et on arrive à l'instant T où, quand on parle de We Get Funded, ils ont eu des questions pour toi, auxquelles j'espère que tu répondras en toute transparence comme tu le fais depuis le début. Avec plaisir. Donc, je vais me permettre de les reprendre juste ici. Première question de Julien. Ok. Combien We Get Funded génère de bénéfices avec sa propre firme par an? Alors, on n'a pas fini l'année. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué à donner. Je vais pouvoir peut-être parler en pourcentage, ça sera peut-être plus simple. On estime pouvoir faire dans les 20-30% de bénéfices. 20-30% de bénéfices. Ok. Quels sont les top 5 payouts de ces derniers mois? On a eu, je vais arrondir, parce que voilà, mais on a eu 14 800,
On a eu, je vais donner un peu dans le désordre aussi, on a eu 9700. On a eu 2 fois la même personne d'ailleurs, 3008 et 4100. On a eu un qui a fait une surperf, et d'ailleurs, je précise, en chatant. Son challenge et son financé. Ok. Mais il a fait qu'un payout parce qu'après il l'a cramé. C'est aussi la problématique quand on chatte et qu'on le fait trop agressivement, même en funded. Ça fait un payout, je crois, de 22 ou 23 000. Et ensuite, on a eu un autre de 10 002 ou 10 003. Ok. Comment as-tu fait en termes de législation pour créer ta propre firme? Alors, il faut savoir qu'en termes, c'est un point qui est important parce que d'ailleurs, il y a souvent des questions, mais je trouve pas assez sur l'aspect technique. Il faut savoir que nous vendons des challenges qui sont sur des comptes démo. Une fois que le challenge, la personne le réussit, il est toujours sur un compte démo que nous décidons de couvrir. Mais pas à son nom, à notre nom. Ce qui a d'ailleurs été une grosse problématique avec MyForexFund, pour ceux qui s'en souviennent, une des raisons pour lesquelles ils ont fermé, c'est qu'ils ouvraient des sous-comptes chez le broker au nom du client. Du jamais eu. C'est-à-dire que le mec, il a pas envoyé un papier, il avait un compte chez un broker X. Mais quand il appuyait, sans lui dire, sans lui demander, rien. Ça, c'est interdit. Nous, la personne traite sur un démo. On a un choix de couverture en pourcentage, ou même à zéro. Il y en a qu'on ne couvre pas, hein, parce qu'on sait que ça ne le fera pas. Et d'ailleurs, on peut prendre des horreurs, hein, avec des gros retraits, parce qu'on a jugé qu'il l'avait chaté complet et que ça irait pas dans le temps. On peut quand même manger un payout parce que un coup de chance, c'est vite arrivé. Bon. Mais pas deux. Ça n'existe pas, par contre. Et ça, c'est avéré. Hein. Tous ceux qui ont chaté et qui ont pris un payout auquel on n'a pas couvert, donc là, c'est de la perte sèche, ils en ont fait qu'un. Ok. Mais en termes de législation. Et donc, en termes de législation, donc j'en reviens. Vu qu'on est sur du démo, ça ne demande pas de licence de gestion de fonds, de trading, de l'AMF, de toutes ces choses-là. Il y a un passage, il y a 2 ans, je crois, si je ne dis pas de bêtises, l'AMF avait mis FTMO en liste rouge. Donc l'AMF, pour info, c'est un peu la police de la bourse, les finances et de la légite en France de ces choses-là, de ces produits. FTMO a fait une demande en disant « Mais pourquoi ? On fait que du démo. Et nos clients, on les couvre, mais on les couvre nous. » Donc en fait, ils sont prestataires et ils sont indicateurs, ils sont analystes. Et ils ont été enlevés de la liste rouge. L'AMF a dit effectivement, désolé, on n'a pas bien compris le business model. C'est d'ailleurs pour ça que ça pousse très vite les propres firmes et qu'il y a des marques blanches qui existent, qui vendent des marques blanches très rapidement. Parce que le côté législation est très modéré. Combien de temps ça va durer ? Je ne sais pas. Je pense qu'à un moment donné, ils vont taper un peu dessus en disant non, maintenant on veut des gens sérieux, c'est plus possible, des centaines de propres firmes qui apparaissent et qui disparaissent, qui changent de nom, qui rechangent de nom, qui rechangent de nom. Pareil, j'y pense. On a même vu des propres firmes qui vendaient leurs propres robots pour passer les challenges. Ok. Et à la fin, ils ne payaient pas ou c'était fini, ils changeaient de nom. Et c'était eux qui vendaient leurs propres robots. C'est quand même un truc de fou. Donc ça, je pense qu'un jour, je pense que ça y mettra le nez dedans. Alors, en parlant de payout, j'ai une question de Néo qui demande « Les retraits sont-ils compliqués à faire et peut-on en faire plus d'un ?» Très facile. Demande de retrait, c'est-à-dire qu'on a son compte en positif. La demande de retrait passe par mail, le RIB, pièce d'identité. En 24 heures, l'argent est sur le compte. On fait en paiement instantané. Donc, sincèrement, en moins de 48 heures, la personne est payée. Et non, je pense à Axel, d'ailleurs, qui est à son 3e retrait. Ok. Qui a un profil très sérieux, qui a un compte 50 000 et qui trade sérieux. Question maintenant de Kevin. Est-ce que le fait de mettre des règles très dures avant d'avoir un payout n'est pas disproportionné et ne risque pas de dégoûter les gens qui vont se tourner vers des firmes exotiques ? Pas très gentil, Kevin. Kevin, il veut la vérité. Kevin, il veut la vérité. Alors, moi, je trouve pas que les règles elles soient très dures. Je sais à quoi il pense quand il dit les règles très dures. Il pense aux règles des news, 5 minutes avant, 5 minutes après. Je trouve pas que ça soit très dur. Il faut savoir que, et beaucoup de gens l'oublient ou ne le savent pas, un SL, si par exemple on est à l'achat, c'est un ordre de vente.
et l'inversement. Ce n'est pas obligé qu'il soit exécuté lors d'une grosse news où le cours fluctue. Parce que s'il n'y a personne en face qui clique, on n'est pas exécuté. Donc on se retrouve contre-collé. Et quand tu es sous couverture, il y a quand même une grosse problématique. Donc sincèrement, les gens qui auraient 100 000, 200 000, 300 000, 500 000, 1 million en compte propre, je pense qu'ils ne traderaient pas les news. Et qu'ils se permettent de le faire en propre firme parce que ce n'est pas leur oseille. Et donc, je ne trouve pas ça compliqué. Je trouve que c'est logique. Voilà, si on reste collé à un trade, une grosse news, je pense à l'époque, parce qu'aujourd'hui c'est un peu moins le cas, mais quand Donald Trump était président aux US et qu'il nous faisait des tweets ravageurs de l'espace, un peu à la Elon Musk, où le marché décalait 3, 4, 500 points, on a beau en SL. Hein. Le SL, il reste là, et le cours, il est là. C'est super. Et ben ça, c'est pas possible. Donc déjà ça, c'est la première raison de pourquoi les news. Ensuite, la règle des 40%, je trouve que mettre 3 jours pour passer un challenge, je trouve que c'est pas la mer à boire, quoi. 40% de l'objectif, ça fait 3,2% en une journée. Moi, je trouve ça beau quand même. De faire 3,2% une journée. Si tous les traders faisaient 3,2% par jour, ça se passerait très bien, je pense. Donc voilà, je ne la trouve pas dure non plus. Et ensuite, je pense peut-être qu'il fait référence aussi à la règle des SL. Moi, je sais pas, ça me paraît évident. On prend un trade en SL. Et encore une fois, ça serait ses sous, il ferait. Et il aura un compte propre avec 100 000 balles dessus, il mettrait des SL à chaque fois. Et pas dans la minute. Hein. Il fera en seconde. Donc voilà, donc ça me paraît. Je trouve pas qu'il y ait de règles trop dures. Il faut juste oublier que, effectivement, même si on a l'impression que c'est facile et que c'est pas ses sous, donc à la rigueur, c'est pas très grave, non, c'est quand même de l'argent. Et que le sérieux qu'on a en propre firme, c'est quoi le but ultime de passer une propre firme? C'est de faire des retraits et de pourquoi pas après avoir un gros capital et de trader en fonds propres et de plus splitter. Il faut trader directement comme si c'était ses sous. Donc avec des règles qui me paraissent logiques. Donc non, je ne trouve pas que ça dégoûte. Et si jamais c'était le cas, ça dégoûte sûrement des profils qu'on ne veut peut-être pas chez nous. Ok, merci pour ta transparence. Maintenant, question de Clément. Quels sont tes red flags dans le choix d'une sélection d'une propre firme? Alors, je pense que c'est un peu l'aspect métier plus. Le site en lui-même déjà. Si c'est à mort putaclic, mais à mort, ça ne me va pas. C'est que c'est trop agressif. Donc là, le client trop pigeon. Voilà quoi, usine à gaz. Donc ça, red flag, premier red flag. Ensuite, le choix des plateformes. Selon avec qui il travaille, ça peut me laisser penser que ça sent pas bon. Et les règles, quand même. C'est-à-dire qu'il y en a. Les règles, pas de problème. Hein. C'est sûr, sont donc pas... plus c'est souple, oui, parce que souvent quand plus c'est dangereux. Je pense à une que du coup je vais pas citer parce que j'en dis pas du bien, donc c'est pas cool. Il y en a une où il n'y a pas trop de règles. On peut prendre jusqu'à 20 comptes, il y a des promos à 70%, on peut cumuler les 20 comptes, il n'y a pas de problème. Et quand on regarde les règles, avant de faire un retrait, il faut s'accrocher à une espèce de règle de cohérence et de fou malade. Ouais. Avant de faire un retrait, il faut s'accrocher. J'en ai dans ma communauté comme ça qui ont raté beaucoup de payouts pour cette règle de cohérence sur des propres firmes exotiques. Voilà. Et ça pour moi, c'est red flag. Donc, je trouve que c'est bien plus honnête, direct, dès le site, dans les FAQ, partout, c'est écrit partout. Nous, dans notre dashboard de trading, il y a même marqué qu'il y a les 40% jour. On l'a rajouté sur le dashboard. Il n'y a rien à faire là, c'est un dashboard. On en est à mettre les règles sur le dashboard. Quand on publie notre calendrier des news, on le met sur Discord, on mentionne tout le monde. On l'envoie par mail à tous les clients en disant news. On le met sur Telegram. L'étape suivante, c'est moi qui fais la distrib dans les boîtes aux lettres, quoi. Donc, bon. Ou alors je me l'imprime sur un t-shirt, ça tombe bien, il y a de la place en plus. Et puis genre les gens, voilà les news. Bon, des choses qu'on peut pas faire. Mais donc je trouve que c'est bien plus honnête ça, de dire oui, il y a des règles, c'est celle-ci, parce que derrière on préserve un capital qui est le nôtre avec lequel vous tradez, et que c'est cette façon-là qui est sérieuse en trading, et que si jamais on vous dit que c'est pas le cas, c'est pas vrai. Voilà, c'est tout. Très bien. Dernière question de Matt ZFT. C'est ton deuxième pseudo, ça? Quand... Ton nom d'acteur? Je ne sais pas. À quand le partenariat avec We Get Funded et des codes promo pour la communauté The French Trader? Ouais, c'est vrai en plus ce que je te disais. Et avec grand plaisir. Quand tu veux, et tu le sais en plus, on a déjà un petit peu discuté, avec grand plaisir. On a aussi et ça c'est top,
le bonheur de pouvoir faire à peu près ce qu'on veut avec les gens comme toi, des francophones qu'on connaît. En plus, là, c'est encore différent. Et on peut faire du complet sur mesure. Et c'est aussi ça, WeGet, c'est-à-dire qu'on le fait avec nos clients dans l'analyse et dans nos choix, mais on le fait aussi avec nos partenaires. On peut faire du sur-mesure complet et ça, c'est top. Magnifique. En tout cas, merci pour ta transparence. Dernière petite question, quelle est la suite pour toi ? Parce que tu nous as parlé tout à l'heure dans le podcast que tu avais un autre projet que tu étais en train de lancer. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet que tu es en train de lancer ? Ouais, je peux en dire un peu plus. Déjà, quand est-ce que ça va être publié, cette vidéo ? Cette vidéo va être publiée probablement dans les 2 semaines. Ok. Pour savoir jusqu'à où je peux aller. Un gros projet dans le Paris sportif. Ok. Voilà. Et donc ça, premier gros projet. Et 2 autres projets qui sont sur le feu, sur un système de cosmétiques et une création de vodka. Ok, une création de vodka. Voilà. En adéquation avec tes hobbies personnels. Avec mes hobbies personnels. D'ailleurs, c'est presque du professionnel. C'est presque du professionnel, c'est vrai finalement. Donc, à ce niveau, c'est du professionnalisme. Donc, une création de vodka. Penser un produit vraiment chouette, en plein dedans. Un produit de cosmétique, pareil, un truc qui n'existe pas, qui va être top. Et le Paris Sport. Voilà, donc ça fait 3 projets sur le feu à l'instant T. Mais c'est top, c'est 3 très beaux projets. Une question maintenant un peu plus d'ordre privé. Ouais. Je sais que tu as un rêve qui est fou, qui t'appartient, notamment dans la musique. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? J'ai même 2 rêves. Très bien. Qui sont presque très très proches, mais c'est vraiment du rêve, quoi. J'ai toujours rêvé effectivement de faire de l'artistique. Ça m'aurait plu, je pense, de faire de la télé, des choses comme ça, de la radio. C'est vraiment quelque chose qui m'aurait plu. Pas possible. De par mes choix, alors on sait jamais, on lit pas l'avenir, peut-être plus tard. Mais j'ai un rêve, ça serait de faire une musique. Donc j'ai déjà réfléchi, hein, en plus tu le sais, à un nom d'artiste, un titre que je peux pas dire parce que le jour où je la ferai, je pense que je la ferai pas à visage découvert. Et là, tu sais quoi, c'est peut-être la seule fois où je vais pas te forcer à dire un truc. C'est peut-être la seule fois où je vais pas te forcer. C'est vraiment très chaud. Donc ça, j'aimerais beaucoup faire ça. C'est vraiment un rêve. Alors pour le coup, celui-là est très accessible et je pense que je vais le faire. Ok, donc créer un son. Un son, une alors musique. C'est quoi ? C'est du hip-hop ? C'est plutôt rap. Un rap plutôt un peu sympa, rigolo. Ok. C'est-à-dire que j'ai chez moi, ce qui m'a marqué musicalement, c'est très particulier, mais sur mon enfance, c'est par exemple du Fatal Bazooka, que je trouve exceptionnel en termes de vannes, de non sérieux et de musique. Donc voilà. Et ensuite, j'écoute pas mal de rap. Avec un peu de tout, du Booba, du Lacrim, du tout ce qui se fait. Et j'aimerais bien faire une espèce de mélange de ça, quoi. Un truc un peu dur, mais un peu drôle et un peu vraiment cliché. Un quoi. Fatal Booba Crime. Ouais, un full cliché. Et de le clipper. Ok, donc clipper ça, donc il y a une vraie direction artistique à prendre. Ouais. Et en plus, ça sera fait très sérieusement. C'est-à-dire que dans la vanne, c'est pas je fais une vanne, je filme ça en speed avec des copains. Non. Okay. Ça va être un truc comme si c'était le projet de l'année. Alors, mais très 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 sérieux. Ce qui me fait penser à une vanne plus ou moins sérieuse, mais je sais de source sûre, Valentin, que tu as déjà une petite punchline à ce clip. Ouais. Est-ce que tu peux nous la partager ? Juste pour que les gens comprennent de quoi on est en train de parler. Alors, c'est compliqué parce que ça sera certainement le titre de la musique. D'accord. Donc, si jamais je l'annonce là, admettons un jour, je l'espère, parce que mon rêve, c'est quand même que ça marche. Sur un malentendu, ça va marcher. C'est que ça marche. Et je le ferai pas à visage découvert pour des raisons qui font que tous mes autres business, le but, c'est pas de les foutre en l'air. D'accord, donc on peut pas donner le titre parce que sinon on saura directement que c'est toi. On saura directement que c'est moi. Je vous assure, les amis, que ça vaut le coup. Dommage qu'ils ne puissent pas le dire aujourd'hui. On comprend les raisons, on les partage, mais c'est dommage quand même. Et j'ai un deuxième rêve qui, lui, n'est pas réalisable. Et sincèrement, c'est mieux. Ah. J'aurais voulu faire... je vais peut-être donner l'idée à un mec qui va peut-être le faire. Ça fait mal. C'était de faire une espèce de live Twitch permanent, de partir avec 10-15 copains et de faire un tour du monde de la fête. Une semaine un pays, 52 pays, 52 Java de fous malades, filmés 24/24, no censurés, full complet. Et là, tu payes des droits télévisés, là, tu payes des... Et là, je suis sûr déjà que tu casses ta chaîne Twitch, que tu
bump en termes de followers, parce que vu que tu fais un tour du monde, tu touches quand même beaucoup de pays, beaucoup de gens. À la fin, tu payes même plus, tu es invité pour venir dans les endroits, parce que ça fera du buzz et de l'image. C'est un tour. Tu te fais sûrement sponsor par des marques de pub, par des marques de t-shirts, par de l'alcool, par plein de trucs. Et ça peut devenir une petite entreprise, un espèce aujourd'hui, comme une pseudo-télarité, mais là, vraiment, on part avec des potes et on s'envoie, on fait 52 pays, full jet privé. Aujourd'hui, le seul capable de faire ça, c'est Dan Bilzerian, on est d'accord? C'est ça, à peu près la même idée, mais avec des potes. Et moins private. C'est-à-dire que Dan Bilzerian, il fait du private. C'est-à-dire qu'il est dans des villas avec 20 filles de fous malades, tout ça. Mais il fait jamais du public. Là, c'est du public. C'est-à-dire on sort avec les caméras, le truc là, on s'envoie en l'air public. Quoi. Est-ce que tu veux faire un petit appel au casting sur cette chaîne? J'ai déjà beaucoup d'idées de gens qui pourraient venir dans cet avion. C'est un projet qui demande beaucoup de fonds. Ok. Peut-être des fonds perdus. Très certainement des fonds perdus. Voilà. En tout cas, des fonds bu, ça c'est sûr. Okay. Des fonds perdus. Mais il y a un vrai concept derrière ça. Et ça reste un peu un rêve. C'est le rêve où là, j'aurais bien voulu faire de la télé, des choses comme ça. Et aujourd'hui, je trouve que cette part de direct, tous ces Twitch et Kik, tous ces trucs-là ont pris une énorme part de marché sur l'audiovisuel et bien plus sympa que les programmes qu'on a classiques. Télévision qui sont quand même de plus en plus pourris et pas très agréables à regarder. Et donc, je pense que pour en faire un truc de fou. Mais bon, on est vraiment là sur du rêve. Voilà, J'en suis. Tu me donnes, je signe, j'en suis. Non, mais en plus, sincèrement, je suis convaincu que ça marcherait. Ok. Voilà. Okay. Donc, on recherche du coup un médecin, une infirmière et un cardiologue qui devra nous suivre. Et 2-3 fournisseurs. En tout cas, moi, je te souhaite le meilleur. J'étais très content de te recevoir sur ce podcast. Tu sais que je finis toujours avec la même question. Aujourd'hui, si tu devais me conseiller quelqu'un à interviewer pour mon prochain podcast, qui ce serait? Écoute, j'ai un nom qui me vient en tête, avec qui je travaille et qui, en plus, là, pour le coup, maîtrise très, très bien le monde du trading. C'est Marc Mazur, qui a peut-être des Belges qui ont eu la chance de le voir, vu qu'il passe à la télé belge presque toutes les semaines, et qui est un expert trading et crypto. C'est lui qui a aidé, par exemple, la salle de marché du groupe Engie à se lancer en Europe. Donc là, on est sur du trading fondamental et en plus, un expert crypto-monnaie. Donc, je pense à lui. Je pense que ça ferait un excellent podcast. Magnifique. Eh bien, Marc, si aujourd'hui tu regardes cette vidéo, sache que le prochain, c'est toi. Quand ton emploi du temps te le permettra. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses qui peut être fait bientôt? Il est très souvent de passage à Dubaï. Donc je pense que dans les 3-4 mois à venir, sûrement avant l'été, parce que tout le monde sait qu'à Dubaï, l'été, c'est un peu chaud. Et je pense qu'avant l'été, il sera de passage et ce sera avec grand plaisir qu'il viendra te voir. Ok, magnifique. En tout cas, merci pour ton temps, merci pour ta présence et la qualité de tes réponses. Je pense que toute ma communauté et tous ceux qui vont regarder cette vidéo vont apprécier. C'était un plaisir. Voilà les amis, j'espère que cette interview de Valentin Pinault, fondateur de We Get Funded, vous a plu. En tout cas, elle était en toute franchise et en toute transparence. Notre prochain invité sera, s'il l'accepte, Marc Mazur, expert crypto, trading, blockchain et tout ce qui va avec. Mettez-moi des flammes en commentaire, ça me permettra de savoir qui a été jusqu'au bout de cette vidéo et qui sont les vrais. Et je rajoute quelque chose pour être sûr que vous ayez bien vu l'entièreté de la vidéo. Il faudra mettre des flammes avec naine avec flamme. Comme ça, on est sûr que vous les regardez parce que vu que c'est pas au début, c'est qu'à la fin, vous pourrez pas nous niquer. Mais naine, mais t'es un ouf. T'es sûr qu'ils l'ont regardé, hein. Le mec, il peut pas inventer des flammes et des naines. Ok, flamme et naine dans les commentaires, ça part. Je vous donne rendez-vous tout de suite dans la communauté ZFT, toujours dans le bon sens de la tendance. À très vite.